Voilà, bonsoir à tous, à toutes et tous. Donc, deuxième journée de ce cours consacré aux météorites. Donc, la fois passée, on a parlé des astéroïdes et de leur ceinture. Et ici, on commence vraiment à parler des météorites, en introduisant leur existence et leur provenance. C'est-à-dire, on va discuter à quel météorite on peut lier avec quel objet, quel astéroïde, quand évidemment c'est possible. Mais commençons par l'anatomie d'une chute. Alors, tout le monde, j'espère, a déjà regardé des nuits étoilées et il a vu des étoiles filantes dans les ciels. Bon, les étoiles filantes, ce ne sont pas des météorites, ce sont des petits grains de poussière que souvent ont une origine cométaire, pas une origine astéroïdale. Ils sont tout petits, ils impactent l'atmosphère. En traversant l'atmosphère, ils chauffent, ils brûlent, ils s'évaporent. Typiquement, ils sont complètement détruits dans la traversée de l'atmosphère en quelques secondes, c'est la durée d'une traînée que vous voyez dans les ciels, et donc ce ne sont pas ceux-là qui donnent origine aux météorites au sol. Quand vous voyez une météorite tomber, et ça malheureusement c'est rare, donc j'imagine la plupart de vous n'ont jamais vu, voilà, vous voyez quelque chose de différent. Météorite, en fait, à l'origine, quand il impacte l'atmosphère, a quelque chose de relativement gros, à peu près 1 mètre, donc c'est un gros rocher. Et il arrive avec une vitesse qui est de l'ordre de 15 km par seconde, parce que déjà l'attraction de la gravité terrestre donne au minimum une vitesse de 11 km par seconde. Donc l'objet arrive dans l'atmosphère à une vitesse supersonique, largement supersonique, et ainsi faisant, il rentre dans l'atmosphère, il y a une énorme friction avec l'atmosphère, donc on va reprendre l'animation, et cette friction d'une part, ionise l'air, donc cette traînée que vous voyez dans les ciels est de l'air ionisé, mais aussi travaille l'objet. C'est à la fois un stress thermique et un stress mécanique. Donc typiquement, l'objet se brise dans les ciels, et donc la traînée peut se diviser en plusieurs sous-traînées, comme vous voyez ici. Et l'objet chauffe à la surface au point de fondre en surface, ce qui crée une croûte de fusion que vous voyez à la surface des météorites avant qu'on les coupe, et qui permet de les reconnaître des autres cailloux terrestres assez facilement. Et l'atmosphère, donc l'objet se brise, donc à partir d'un seul objet, on a une pluie de météorites typiquement, qui vont se disperser sur une surface, sur un terrain à peu près sous forme d'ellipse, et ils vont tomber au sol, et freinés par l'atmosphère, s'ils sont suffisamment robustes, vont résister aussi à l'impact. Là, ce qu'on a vu, c'est la traînée filmée d'une météorite qui est tombée à Peekskill, près de New York. C'était amplement filmé parce qu'il est passé au-dessus d'un stade pendant un match de baseball. Et donc, tout le monde avait son téléphone à la main. Et il est tombé, et d'ailleurs, une des pierres est tombée sur une voiture. Et si jamais ça vous arrive, ne râlez pas trop, parce que du coup, la voiture après vaut beaucoup plus cher que la voiture avant, parce que vous pouvez la louer à tous les musées, à chaque fois qu'ils font une exposition sur les météorites, y compris les musées d'histoire naturelle. Quand on a fait la grande exposition sur les météorites il y a 5 ou 6 ans, elle avait loué la voiture pour l'exposer dans les jardins des plantes. Voilà. Donc, certains météorites, on les voit chuter, et quand on les voit chuter, il faut courir pour essayer de les récupérer. En fait, les météorites qu'on voit chuter sont les plus importantes parce qu'on peut les récupérer tout de suite avant que la résidence au sol, avec la pluie, les mauvais temps, les vents, etc., érode la météorite et l'altère chimiquement. Donc, il y a tout un enjeu pour essayer de trouver les météorites tout de suite, les voir tomber, les récolter tout de suite. Donc, par exemple, en France, des collègues à l'Observatoire de Paris, au Muséum d'histoire naturelle et ailleurs, ont organisé un réseau qui s'appelle le réseau Fripon, qui a installé des caméras de surveillance un peu partout en France, typiquement sous les toits des écoles, sous les toits des mairies, etc., des bâtiments publics. Et ces caméras scrutent les ciels pendant la nuit et des façons de détecter ces fameuses traînées qui tracent la chute des météorites dans les ciels. Et quand une de ces traînées est visible, elle peut être vue par plusieurs caméras dans des villages différents, et donc par triangulation, on peut calculer quelle est la trajectoire que le météorite a eue pendant sa chute et prédire donc l'endroit où le météorite est tombé. Donc ces réseaux s'appellent Fripon et il a eu du succès, un certain nombre de cas, donc il a évidemment détecté beaucoup de ces traînées et dans 2 cas, ceci a permis de récupérer une météorite. Donc l'événement
le 32 février, ça m'étonnerait. Mais bon, en début de 2023, il y a eu une traînée donc, qui a traversé la Manche, et donc les météorites sont tombés en Normandie, et l'équipe des chercheurs, avec l'aide des habitants du lieu, ont cherché les champs. Ils ont trouvé plusieurs météorites, dont ici, vous voyez la plus grosse. Notre succès a été toujours en 2023, mais plus tard, en septembre, une autre traînée a été vue à Nancy, où il y a le radiotélescope, près du radiotélescope d'ailleurs, de l'Observatoire de Paris, et là aussi une météorite a été récoltée. Parfois, c'est simplement les témoins qui voient les météorites tomber et ils les trouvent et ils les signalent, les donnent aux scientifiques. Un cas célèbre, par exemple, une météorite qui est tombée sur un lac gelé au Canada, Tagish Lake, qui a été vu par les paysans et qui ont récolté cette météorite, qui se trouve être une météorite très importante pour la science. La plupart des météorites ne sont pas vues tomber, on les retrouve déjà au sol, elles sont tombées dans le passé pendant que personne observait. Alors les météorites, on les trouve essentiellement dans les déserts et en Antarctique. Alors les météorites tombent partout isotropiquement sur la planète. Il n'y a pas un endroit où il y a plus de météorites que d'autres qui tombent. Mais évidemment, une fois que la météorite tombe, il y a une question de préservation. Si la météorite tombe dans la mer, déjà c'est perdu. Mais si ça tombe dans des champs labourés par les tracteurs, etc., c'est facile que les tracteurs vont passer sur la météorite, vont la casser, l'enfouir dans la terre, etc. Donc évidemment, il y a des endroits qui permettent de préserver les météorites plus longtemps. Et si vous préservez les météorites plus longtemps, évidemment, la densité des météorites au sol est plus grande. Donc les déserts en particulier, étant très secs, et n'ont pas beaucoup de précipitations, sont des endroits très favorisés, en particulier quand c'est des déserts pierreux, parce que s'il y a beaucoup de sable, évidemment, le sable peut couvrir la météorite. Donc un de ces endroits, c'est le désert de l'Atacama. Dans le désert de l'Atacama, chaque année, il y a une expédition organisée par Jérôme Gataceka, qui travaille à Aix-en-Provence, donc des chercheurs français. J'ai participé une année. Donc ici, c'est une image, une photo prise de comment s'est fait une recherche. Donc on y va, une dizaine de personnes, et les gens se disposent à quelques mètres les uns des autres et marchent dans les déserts, donc lentement, en regardant par terre et en cherchant parmi tous les cailloux les météorites qu'on peut reconnaître par cette fameuse croûte de fusion qui donne vraiment aux cailloux une allure différente, aux pierres, aux météorites, une allure différente de celle des cailloux ambiants. Et pour donner une idée, une semaine de fouilles permet de retrouver quelque chose comme 500 météorites. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, pourquoi autant de météorites? Parce que justement, le désert d'Atacama, par sa sécheresse, permet de les préserver très longtemps. On peut analyser, en regardant la décroissance de certains isotopes radioactifs, combien de temps les météorites sont restées au sol. Et on trouve dans l'Atacama des météorites qui sont restées jusqu'à 2 millions d'années au sol. Donc c'est sûr que si les météorites peuvent rester préservées au sol pendant 2 millions d'années, il y a beaucoup de météorites à cet endroit-là, même s'il y a autant de météorites qui tombent dans l'Atacama que sur Paris. Voilà. Un autre endroit, c'est les déserts du Sahara, encore une fois, les zones qui ne sont pas trop sablonneuses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de météorites, vous pouvez aussi les trouver dans les commerces. Toutes les météorites qui commencent, dont les noms s'appellent NWA, ça veut dire Northwest Africa. Donc, c'est des météorites qui sont tombées dans les Sahara. Et aujourd'hui, les Touaregs, les peuples qui naviguent, qui font des minerais dans les Sahara, savent que ces pierres sont importantes. Et donc, les récoltent et après les amènent et les vendent sur les marchés aux scientifiques et collectionneurs. L'Antarctique est un peu différent. L'Antarctique aussi reçoit autant de météorites qu'ailleurs. Les météorites tombent dans la glace, tombent sous la neige et ils s'enfuient tout doucement dans la glace, donc disparaissent dans les sous-sols. Mais les glaciers en Antarctique, comme en montagne d'ailleurs, ont des mouvements. Et donc les mouvements de la glace entraînent les pierres avec eux. Et quand les glaciers rencontrent la masse continentale, par exemple une montagne, les pierres remontent en surface, où les vents, qui soufflent très fort en Antarctique, comme vous savez, ablattent la glace et donc permet aux pierres de rester vraiment sur la surface du glacier. Là aussi, vous avez à la fois les météorites et les pierres dues à l'érosion du glacier
sur les continents, mais encore une fois, vous pouvez distinguer les météorites des autres grâce à leur croûte de fusion. Et là, c'est une image d'un glacier en Antarctique connu pour la recherche des météorites, avec une météorite qui sort dans ces champs de pierres, dans toutes les pierres qui ont remonté dans les glaciers. Voilà, après cette introduction, venons à la classification des météorites. Alors, je vous montre un diagramme qui fait peur, parce que les météorites, il y a plein de catégories, et pour les experts peuvent vous parler des météorites pendant des heures, et leurs légères différences et la classification, ça devient vite comme la classification des insectes pour les biologistes. Alors, moi, je ne suis pas un expert, donc je ne peux pas aller trop dans les détails, et je pense que ce n'est pas le propos ici. Donc, dans ce cours introductif, je vais vous parler des grandes classes des météorites, comment elles se relatent à quel type de corps, okay? Et ensuite, dans le reste de mes cours, je vous parlerai surtout des aspects des météorites qui nous renseignent sur l'évolution du disque protoplanétaire et la formation des premiers corps, donc qui est ce qui me met à cœur, comme j'ai une chaire de formation planétaire et pas vraiment des météorites. Donc voilà, les météorites, déjà, au départ, on peut les séparer en deux grandes classes. Celles qui sont issues d'objets, donc planétésimaux, astéroïdes, disons, qui ont fondu, et donc les différents éléments chimiques ont été mobilisés. Les objets peuvent s'être différenciés avec un noyau de fer, un manteau d'olivine, une croûte de basalte, ou simplement s'être mobilisés. Voilà. Et après, on a les météorites qui sont issus d'astéroïdes qui n'ont jamais fondu, n'ont jamais chauffé autant pour fondre. Et donc, on peut voir les constituants initiaux qui ont formé l'objet, qui n'ont pas été altérés, ou au moins complètement effacés par la fusion. Voilà, donc météorites issues des corps fondus et météorites issues des corps qui ont seulement peu chauffé. Parmi les météorites issues des corps fondus, bon, on peut commencer par les météorites de fer. Donc ici, voilà, je veux dire que ici, j'ai mon petit trésor grâce aux amis du Muséum d'histoire naturelle qui sont ici dans la salle et qui m'ont apporté ces pierres. Et donc le Muséum d'histoire naturelle est l'endroit où il y a la collection nationale des météorites, mais il y a aussi beaucoup d'autres météorites ailleurs dans les différents laboratoires et musées en France. Donc ici, vous voyez voilà, une tranche d'une météorite de fer. Donc une météorite de fer, comme le dit le nom, est composé de fer, fer-métal avec du nickel. Donc voilà, c'est une pierre qui est complètement faite de métal. Alors, il faut savoir que sur Terre, par exemple, le fer-métal n'existait pas. Donc la Terre a beaucoup de fer, mais le fer-métal se trouve entièrement dans les noyaux. On ne peut pas le récolter. Tout le fer que vous avez sur Terre, c'est du fer oxydé. Et le fer-métal sur lequel qu'on utilise tous les jours pour construire des choses, en fait, est issu du fer oxydé par un processus qui s'appelle le processus de métallurgie, qui consiste à désoxyder les fers en les réchauffant dans un environnement qui est très pauvre en oxygène, riche en hydrogène. Donc c'est une technique relativement complexe que l'humanité a découvert à l'âge du fer, donc 1200 avant Jésus-Christ. Avant cette date-là, les humains n'étaient pas capables n'avaient pas du fer, n'étaient pas capables de produire du fer-métal, et les seuls fer-métal qu'ils avaient à disposition étaient donc du fer-métal de météorite. Et d'ailleurs, par exemple, dans les sarcophages de Toutankhamon, qui a vécu bien avant 1200 avant Jésus-Christ, parmi les différents objets trouvés dans les sarcophages, il y a un poignard avec une lame de métal, de fer-métal, et cette lame, en fait, est faite par du fer météoritique. Donc là, les anciens avaient compris que ces météorites étaient très intéressantes et ils arrivaient à les couper, à les modeler et pour faire des outils en fer. L'âge du fer a commencé en 1200 avant Jésus-Christ en Asie centrale et en Europe, mais il y a des peuples, comme par exemple les Amérindiens, qui n'ont jamais vraiment découvert la sidérurgie, et encore par exemple les Inuits, encore dans le XXe siècle, n'étaient pas capables de produire du fer-métal parce qu'ils n'avaient pas du bois pour faire du feu. Et donc encore au XXe siècle, les Inuits, pour leur fer des lances, utilisaient du fer des météorites. D'ailleurs, l'explorateur américain Peary, celui qui prétend être le premier à avoir atteint le pôle Nord à pied, quand il avait vu ces outils de fer, il avait demandé aux Inuits
comment ils les faisaient. Donc les Inuits l'ont emmené voir cette grande pierre météoritique qui était tombée au Groenland et qu'ils utilisaient pour faire ça. Et donc Peary a découvert que c'était une météorite et leur a piqué la météorite pour l'amener à New York. Donc c'était assez grave pour eux. Donc les météorites de fer ont quand même eu un rôle très important dans le développement de l'humanité. Pour la petite histoire, la météorite la plus grande au monde est une météorite de fer, s'appelle la météorite Oba. Il se trouve en Namibie, près de l'entrée du parc Etosha. Donc, si un jour vous allez en Namibie pour faire un safari, arrêtez-vous peu avant l'entrée pour voir ces météorites. Et là, vous voyez la météorite avec une personne dessus pour faire l'échelle. Donc, c'est une météorite de plusieurs mètres, une météorite de fer. Alors, d'où vient ces météorites de fer? Elle vient d'un noyau, d'un planétésimal, d'un astéroïde qui s'est complètement différencié et donc il a complètement fondu. Et les fers et les nickels, qui sont les éléments les plus lourds, ont coulé au centre et autour, il y a eu les éléments plus légers, notamment les silicates, les basaltes, qui ont formé les manteaux et la croûte. Et après, évidemment, ces objets-là ont complètement explosé, parce que si aujourd'hui on a des morceaux de leur noyau, ça veut dire qu'ils ont complètement été détruits par des collisions, et ce qu'on a aujourd'hui, c'est des morceaux de leur noyau. Alors, c'est intéressant parce qu'on a vu la fois passée que Vesta est bien un astéroïde différencié avec une croûte de basalte, mais que son noyau n'est peut-être pas fait de fer pur parce qu'il n'est pas si dense, il n'y a pas une transition nette entre les noyaux et les manteaux. Donc, on suppose aujourd'hui que les noyaux de Vesta est un peu un mélange des fers et des silicates, alors que les météorites de fer nous montrent qu'il y a des planétésimaux qui se sont bien différenciés jusqu'au bout pour faire un noyau de fer nickel pur. Alors c'est intéressant, tous ces objets-là ont explosé, parce qu'on n'a aucun astéroïde différencié aujourd'hui dans la ceinture de l'astéroïde, à part Vesta, et donc on a vu que Vesta n'a pas probablement un noyau fait de pur fer et nickel. Alors quand on prend une météorite de fer, on la coupe, donc vous pourrez voir ici, si vous voulez venir voir les météorites, on peut le faire à la pause, à la fin du cours. Les météorites de fer montrent ces lamelles, ça s'appelle, donc ces striatures alternées, claires et sombres, qui s'appellent les figures des Windmansstatten. Alors, ce sont des structures minéralogiques qu'on retrouve seulement dans les météorites, mais pas du tout dans les fers produites par la métallurgie, parce que ces figures peuvent se former seulement si la météorite, si les fers refroidit très lentement, dans des échelles de temps de millions d'années, ce qui évidemment n'est pas le cas de l'industrie sidérurgique. Donc ce qui se passe, c'est que quand votre noyau liquide cristallise, donc la température chute, le premier minéral qui se forme s'appelle la ténite. Et donc, vous avez initialement que de la ténite, et la ténite a une quantité de nickel qui est comparable, qui vient de la quantité de nickel qu'il y a dans les noyaux, donc typiquement de l'ordre de 10%. Mais à fur et à mesure que la température descend, si ceci se fait très lentement, à un moment donné, à partir de 850 degrés, et en augmentant avec la température qui diminue, il y a un autre minéral qui se produit aux dépenses de la ténite, donc ce qu'on appelle une exolution. Donc, cet autre minéral s'appelle la kamacite, donc il y a une partie des ténites qui se transforme en kamacite. Initialement, vous voyez que toute votre tranche est faite de ténite, et après, il y a la kamacite qui commence à se développer, et la ténite donc, occupera seulement une partie plus restreinte. Donc ici, par exemple, 2 tiers, 1 tiers, et puis 1 tiers, 2 tiers, et ainsi de suite. Une particularité de la kamacite est qu'elle n'aime pas le nickel, et donc, au fur et à mesure que la kamacite se forme, elle expulse son nickel qui diffuse de la kamacite à la ténite. Et donc ici, vous avez l'auteur verticale, n'a rien à voir avec la taille des cristaux, mais c'est la teneur en nickel. Et donc la kamacite commence avec très peu de nickel, peut augmenter un peu, mais ça reste en dessous des 10%. Et donc tout le nickel est transféré dans la ténite, qui elle occupe de moins en moins de volume, et donc elle se charge en teneur de nickel. Donc vous le voyez ici, initialement la ténite à 10% de nickel, après ça monte au-dessus de 10%, 25%, jusqu'à 50%. Vous le voyez aussi sur ces graphiques. Donc la teneur
du nickel dans la ténite au fur et à mesure que la température descend. Et à cause de cette différence de composition chimique, beaucoup de nickel dans la ténite et pas beaucoup dans la kamacite, les deux minéraux ont des couleurs différentes. Et ceci, c'est ce qui vous donne ces striatures claires et sombres que vous voyez sur la météorite, et vous pourrez la voir directement là. Alors, on a beaucoup de météorites de fer, parce qu'ils sont très durs, facilement résistent à la chute, facilement restent au sol, etc. Et on peut analyser leur composition chimique, certes faite de fer et de nickel, mais quelles sont leurs proportions? Il n'y a pas que du fer et du nickel, il y a aussi d'autres minéraux. Et donc, comparer les compositions chimiques de ces météorites de fer les unes avec les autres. Donc ici, par exemple, on regarde la composition de ces météorites par rapport à la teneur en nickel, la teneur en germanium et la teneur en gallium. Et donc, chaque point est une météorite. Donc, certains météorites ont la même composition. Donc, vous trouvez différents météorites qui ont la même teneur de germanium, nickel, gallium. Donc, on suppose qu'ils sont en fait différents échantillons d'un même noyau, d'un même planétésimal. Quand vous avez au moins 3 de ces objets, ça forme un groupe, et le groupe est appelé d'une certaine manière pour les météorites de fer. Il y a un langage un peu bâtard, comme 4B, latin, le nombre, chiffre latine et lettres, l'alphabet, donc ça c'est 4B, 4A, 3F, etc. Mais après, vous avez beaucoup de météorites qui sont individuelles. Donc, il y a un météorite qui a une certaine valeur de germanium, nickel et gallium, et elle est la seule qui a ça. Donc, ça veut dire que cette météorite échantillonne le noyau d'un planétésimal et qui est différent d'un noyau de planétésimal échantillonné par une autre météorite que vous avez là. Et donc, ça sont des météorites individuelles, mais qui représentent autant de corps parents différents. Donc, en total, aujourd'hui, on a recensé 11 groupes, donc plusieurs météorites, mais qui sont groupées, donc qui tombent dans 11 groupes, et 35 météorites nouvelles. Donc, on peut dire que les météorites de fer échantillonnent au moins 46 corps parents différents, qui sont tous différenciés et qui sont tous explosés. Donc, à comparer avec Vesta, qui est le seul objet partiellement différencié dans la ceinture des astéroïdes, c'est assez extraordinaire. Bon, continuons à naviguer dans notre classification. Après les météorites du fer, donc qui viennent du noyau de l'objet différencié, on passe à des météorites qui viennent de la croûte d'un planétésimal différencié. Ces météorites qu'on appelle brièvement HED, en fait, se divisent en 3 catégories, eucrite, diogénite et howardite. En fait, ce sont des météorites qui viennent du même corps. Ce sont des météorites de basalte, comme les laves qu'on trouve à la surface de la Terre, plus ou moins. Donc, les eucrites viennent plutôt de la surface, parce qu'ils sont composés de pyroxène et anorthite, et ils ont refroidi rapidement, donc ils viennent plutôt de la surface de la croûte, alors que les diogénites viennent plutôt de la profondeur de la croûte, ont chauffé plus doucement, sont riches surtout en autopyroxène, ont plus d'olivine, et donc vient de la partie inférieure de la croûte, même le manteau supérieur peut-être, la frontière manteau-croûte. Et les howardites sont un mélange de deux. Donc, je disais, c'est des objets qui viennent du même corps, et les impacts, évidemment, peuvent casser la croûte et donc mélanger des morceaux d'eucrite avec des morceaux diogénites et les compresser dans les chocs de l'impact pour faire une nouvelle roche compétente, dure, qui contient à la fois des cristaux d'eucrite et cristaux diogénites, c'est ce qu'on appelle howardite. Et donc, ici, je vous ai porté quelques eucrites. Donc, ça, c'est une eucrite entière, hein, avec sa croûte de fusion, un peu endommagée sur un côté, là où elle a chuté par terre. Là, vous avez aussi 2 petites qui sont coupées, dont une est coupée. Et ici, vous avez une tranche d'une eucrite pour vous montrer les différents cristaux que vous avez dessus. Donc, ces météorites sont relativement abondantes, donc c'est de l'ordre de 8% des chutes, si je ne me trompe pas, et donc elles viennent du même corps parent, on verra plus tard lesquelles. On a aussi d'autres météorites, mais beaucoup plus rares, qui viennent aussi de la croûte des planétésimaux différenciés, les aubrites et les angrites. Donc ici vous avez une aubrite, ici vous avez une angrite. Ce sont des corps qui ont des météorites qui ont une chimie différente de celle-là, donc viennent des corps parents différents. Les aubrites aussi, donc la croûte, peut-être manteau supérieur, voilà, sont riches en enstatite, ils ont des inclusions de métal, de sulfides. Il y a très peu de minéraux oxydés. Donc ça vient d'un objet qui avait très peu d'oxygène, donc sans doute aucune eau, et donc a très peu oxydé les fers. Certains
suggère que les obrites puissent venir de Mercure. Pourquoi pas, voilà, il n'y a pas de preuve parce qu'on n'a pas d'échantillon de Mercure. Il y a quand même des indices contre cette idée, mais bon, on verra, c'est des météorites relativement importantes quand on parlera de la Terre, surtout l'année prochaine. Et les angrites aussi, une croûte d'un planétésimal qui est différenciée, celui-là est riche en calcium, en aluminium, en anortite, etc. Avec les urélites et les brachinites, on rentre dans les manteaux. Donc on a vu noyau, okay, croûte, avec obrite, HED et angrite. Maintenant, on rentre dans les manteaux. Et là, c'est donc deux échantillons du manteau, encore une fois, deux planétésimaux différents. Les brachinites viennent plutôt du manteau supérieur d'un objet, sont riches en olivine et en plagioclase. Les urélites viennent plutôt du manteau profond, sont riches en olivine, en pyroxène, et ils ont beaucoup de carbone. Donc le manteau d'un objet, un manteau partiellement fondu dans les passés d'un objet riche en carbone, sont des météorites quand même assez très, très rares. Ce qui est étonnant est qu'on s'attendrait que les manteaux des corps différenciés, comme Vesta, le corps parent des météorites de fer, dans les manteaux, il y ait des roches qui sont vraiment très, très riches en olivine, dominées par l'olivine, des roches qu'on appelle les dunites, et qui existent sur Terre. Donc, dans les manteaux, quand on a dans la croûte terrestre des inclusions qui sortent du manteau terrestre, on a ces magnifiques roches vertes faites à 80% d'olivine qu'on appelle les dunites. On s'attend à ce que Vesta, par exemple, sous sa croûte basaltique, il y ait de la dunite. On s'attend qu'autour des noyaux exposés et échantillonnés par les météorites de fer, il y ait eu de la dunite. Eh bien, il n'y a aucune météorite qui soit faite de dunite. Donc ça, c'est un peu un mystère, et on ne sait pas où ils sont finis. Sans doute, c'est lié au fait que ces objets-là sont plus fragiles que les morceaux de fer ou les morceaux de basalte, et donc dans l'évolution collisionnelle que les objets ont subi pendant l'âge du système solaire, finalement, tous les potentiels corps parents des météorites de nature dunitique ont été détruits, et donc le résultat, on n'en a aucune. L'olivine, on peut la trouver, mais on la trouve, comme je vous ai montré un peu dans les urélites et dans les branchinites, quelques inclusions dans les météorites qui viennent des croûtes, mais on la trouve aussi dans ces deux classes dans ces classes de météorites qu'on appelle les météorites roche-pierre, qui sont les palasites et les mésosidérites. Donc les palasites, c'est vraiment des objets magnifiques, c'est du fer qui est mélangé avec l'olivine, et quand ils sont coupés en fines lamelles, donc l'olivine est plutôt transparente, vous mettez une lumière derrière, ça fait des magnifiques jeux de couleurs, et donc sont vendus très cher en fait. Et vous pouvez les trouver en commerce. Et on ne sait pas trop comment se sont faites, donc peut-être ça vient de la transition entre les noyaux et les manteaux, d'une différenciation pas complète, donc le fer n'est pas complètement sorti du manteau, mais aussi les impacts peuvent avoir à jouer un rôle pour mélanger l'olivine et le fer. Et après, il y a les mésosidérites qui aussi sont un mélange d'olivine et de fer. Là, sans doute, c'est plutôt une agglomération due aux impacts. Et là, donc, Brigitte nous a amené une belle tranche du mésosidérite, c'est mésosidérite, pas une parasite, que vous pourrez regarder un tout petit peu plus tard. Hop, elle est lourde, donc elle a tendance à déplacer ma boîte. Hop, voilà. Bon, ça tombera. Voilà. Bon, j'en mets là. Ok. Voilà. Donc, on a fait pratiquement les tours des météorites qui viennent des corps différenciés. Il y a des météorites qui viennent de Mars, des météorites qui viennent de la Lune, mais je n'en parle pas, parce que les planètes telluriques, on en parlera l'année prochaine. Il y a les achondrites primitives que je mentionnerai un peu plus tard dans un autre contexte. Venons aux objets qui échantillonnent des planétésimaux qui, eux, n'ont pas fondu. Ce sont des objets extraordinaires parce qu'ils nous montrent, vu qu'ils n'ont pas fondu, ils nous révèlent de quoi sont faits les corps à la base, à l'origine. Et donc on appelle ces objets, ces météorites, les chondrites. Pourquoi on les appelle les chondrites? Parce qu'ils sont faits essentiellement de 3 constituants, dont un constituant s'appelle les chondres. Et donc il y a beaucoup de chondres, c'est pour ça que ça s'appelle les chondrites.
Alors, ici, vous avez une tranche d'une chondrite, une chondrite CV. On a deux tranches de chondrite CV ce soir, donc celle-ci et celle-là. Ce sont deux tranches météorites différentes, mais toujours CV. Là, on voit très bien les trois constituants. Donc, les chondrules sont des petites billettes de taille un peu inférieure au millimètre, plutôt sphériques, qui sont riches en silicates et que sont l'issue de la fusion de la poussière, des grains de poussière, suivie par une recristallisation de cette gouttelette de silicate fondu. J'en parlerai beaucoup en détail lors de mon 4e cours, parce qu'évidemment, elles sont très importantes pour révéler l'évolution de la poussière dans les disques. Donc, comme vous voyez, là, toutes les billettes un peu circulaires que vous voyez dans cette tranche sont toutes des chondres. Donc, les chondres sont clairement les constituants principaux de ces météorites, d'où les noms, les chondrites. Après, vous avez ces inclusions blanchâtres de forme irrégulière, certaines sont plus grandes que les chondres, elles s'appellent les CAI, c'est l'abréviation du Calcium Aluminum Inclusion, donc inclusion de calcium aluminium, parce que c'est les calcium et l'aluminium qui sont les minéraux, les éléments principaux dans ces grains. Donc, ceux-ci sont des condensats, donc ce sont des grains solides qui ont condensé du gaz primordial qui entourait le Soleil, qui était initialement très très chaud et dont tout était à l'état de vapeur. Et sur les CAI aussi nous donne des renseignements incroyables sur l'évolution du disque protoplanétaire et je consacrerai tous les cours la semaine prochaine à ces objets. Les tout, le chondre et CAI, sont tenus ensemble par ce qu'on appelle la matrice, qui est ce truc sans trop de texture que vous voyez, noirâtre, qui cimente un peu les différentes composantes de la météorite. Donc la matrice est riche en matière organique, donc est riche en carbone, est riche en éléments volatiles, comme on va voir. Et en gros, toutes les chondrites se différencient entre eux par leurs différentes proportions entre CAI, chondre et matrice. Okay. Et ces différentes proportions, in fine, donnent aussi des différentes compositions chimiques globales à la météorite. Par exemple, les chondrites carbonées se distinguent pour avoir une grande quantité de matrices. Donc ici, vous voyez la fraction du volume du météorite qui est occupée par la matrice selon dans ces différents météorites, et vous voyez qu'au moins 35%, mais parfois plus, 60, 75%, 100% de la météorite est occupée par la matrice. Et c'est beaucoup plus de météorites non carbonées. Là, par exemple, les météorites chondrites ordinaires ont seulement 10% des matrices, et les chondrites en statite, 7-8%. Les chondrites Romuruti font exception, beaucoup de matrices, mais ne font pas partie des chondrites carbonées parce que c'est une matrice sans carbone, alors que la matrice des chondrites carbonées est très riche en carbone, d'où les noms. Donc, chondrites carbonées parce qu'il y a beaucoup de matrices riches en carbone, donc beaucoup de carbone. Chondrites ordinaires, c'est parce que sont les plus faciles à trouver. 80% des chutes sont dues aux chondrites ordinaires, et alors que les chondrites carbonées sont seulement 4,5% des chutes, et les chondrites en statite 1%. Et les restants, donc si vous faites la somme, il reste 15%, sont des météorites issus des planétésimaux différenciés, comme les météorites de fer ou les météorites de basalte. Donc, je vais parler un tout petit peu de la matrice, parce qu'on en parlera plus tellement dans la suite. Donc, la matrice est très hétérogène. Donc, si on la regarde à petite échelle, elle est très hétérogène. Donc, ici, vous avez une vision de la matrice avec une très très grande résolution, 1 micron, c'est la longueur de ces traits, et les différentes couleurs montrent les minéraux qui dominent. Et donc vous avez l'aluminium en blanc, le calcium en jaune, le fer en rouge, le magnésium en vert, le silicium en bleu. Vous voyez donc l'extrême hétérogénéité de cette matrice. Donc, elle est très hétérogène, donc contient à petite échelle des silicats cristallins, mais aussi des silicats amorphes, de la matière organique qui porte les carbones, des grains en fer et nickel qui n'ont pas partie dans le noyau parce que l'objet n'a pas différencié, des sulfures de fer, mais il y a aussi des débris des chondres et des CAI qui ont été cassés dans des collisions et des grains présolaires. Les grains de la matrice sont très petits, donc on peut faire une statistique de la taille des grains dans la matrice.
Et là, vous avez les nombres de grains en fonction de leur taille, qu'ils soient des silicates ou qu'ils soient plutôt des grains métalliques. Et vous voyez que, voilà, typiquement, c'est des grains plus petits que les microns. 1000 nanomètres, c'est un micron. Donc, c'est vraiment des grains tout petits. Et d'ailleurs, on appelle souvent la matrice, une matrice à grains fins. À l'intérieur de la matrice, on retrouve des grains présolaires. C'est assez étonnant. Donc, ceux-ci sont voilà, des petits grains aussi très petits, de l'ordre micronique. Il y a des carbures de silicium, des graphites, des nanodiamants, etc. Et sont des objets qui ont été synthétisés dans les étoiles, dans certaines phases de fin de vie des étoiles, et qui ont été expulsés dans la galaxie et se sont retrouvés dans les disques, ont été accrétés avec le reste de la matière par ces objets et sont restés là. Et on peut les voir encore aujourd'hui. Donc, c'est sans être jamais équilibré avec la matière locale. Et on les identifie très facilement par leur rapport isotopique. Dans les rapports isotopiques, les isotopes sont des atomes qui ont le même nombre de protons, donc les mêmes propriétés chimiques, mais ont un nombre de neutrons différents. Par exemple, pour les carbones, la plupart du carbone est carbone 12 à 6 protons et 6 neutrons, mais il y a un isotope du carbone qui pèse 13 parce que c'est à 6 protons et 13 neutrons. Pareillement pour l'azote, l'azote normalement a 7 et 7, mais il y a un atome d'azote qui pèse 15 parce qu'il a 8 neutrons et 7 protons. Et quand on regarde les rapports isotopiques de ces grains présolaires, ils sont très variés, très différents. Vous avez des rapports isotopiques très, très différents, alors que quand vous regardez la matière des systèmes solaires, il n'y a pas beaucoup de variétés isotopiques. Alors, dans les cours numéro 6, je vais vous parler de la dichotomie isotopique, mais c'est un truc minuscule à l'échelle de 10-3, 10-4. Donc, les rapports isotopiques dans les systèmes solaires peuvent varier d'un facteur 10-3, 10-4. Donc, prenez tous les astéroïdes, toutes les météorites, etc., globalement, elles sont là dans la croix. Voilà. Et les grains présolaires ont des rapports isotopiques très, très différents. Donc, vraiment, si vous faites une analyse isotopique, les grains présolaires sortent tout de suite. Alors, je vous disais, sont produits dans les étoiles, en particulier dans les étoiles évoluées, les asymptotic giant branch stars, donc les géantes rouges, qui en fin de vie éjectent les couches externes de l'étoile. Et dans ces couches, il y a des réactions d'implantation des neutrons dans les atomes. Et donc, c'est là qu'on peut produire ces grains présolaires qui ensuite voyagent jusqu'à tomber dans les disques protoplanétaires des autres étoiles naissantes. Comment on peut savoir que ces grains des carbures de silicium viennent de là? Par exemple, par comparaison isotopique. Donc, vous regardez les rapports isotopiques C12, C13 dans ces couches qui entourent les étoiles évoluées par spectroscopie, vous le faites par spectroscopie, mais vous avez là l'histogramme jaune, et quand vous faites l'analyse isotopique des carbures de silicium, vous avez l'histogramme bleu, et vous voyez que c'est à peu près la même chose, donc il y a une très forte présomption que ce grain vient bien de ce type d'étoile. Voilà. Alors, parmi les météorites et parmi les chondrites, il y a une place particulière sur laquelle on doit s'arrêter, qui est prise par les chondrites CI. Okay. Ça s'appelle CI parce que ce sont des chondrites carbonés. La I vient parce que la première météorite de ce type s'appelle Ivuna. Les noms des météorites, typiquement, viennent du lieu où ils ont été trouvés. Donc, la météorite d'Ivuna, trouvée près d'un village qui s'appelle Ivuna. Et donc, il y a quelques météorites qui ont la même caractéristique, et donc on les appelle CI. Alors, les météorites CI, je vous disais tout à l'heure, les météorites se distinguent par la proportion relative entre chondre, CAI et matrice. Ben, les CI, c'est 100% matrice. Et ce qui fait de ces objets une référence universelle en cosmochimie, elle est faite que ces météorites ont la composition du Soleil. Donc ici, vous les voyez sur ce diagramme où on plotte l'abondance de chaque élément chimique dans une météorite CI et dans les soleils. Donc l'abondance chimique ici est normalisée au silicium, qui est normalisé à 1 million. Bon, ça, c'est une convention. Mais vous voyez que pour une météorite CI, la plupart des éléments tombent sur une ligne Y égale à X. Donc ça veut dire que la proportion relative des éléments chimiques dans une météorite CI est la même proportion relative que vous avez dans les soleils.
Donc ça veut dire que tout le gaz qui compose le Soleil va condenser pour former ce type de météorite. Donc c'est pour ça qu'il va devenir la référence pour tout ce qui concerne l'appauvrissement d'éléments volatiles, enrichissement d'éléments réfractaires et ainsi de suite. Évidemment, ce n'est pas vrai pour tous les éléments, il y a des exceptions. L'hydrogène est un gaz, c'est le plus grand constituant du Soleil. C'est très difficile à capturer dans une météorite, évidemment. Donc la météorite est très déplétée en hydrogène. Le seul hydrogène qu'on retrouve, c'est celui, par exemple, lié à l'eau, à H2O, ou lié à d'autres minéraux. Mais donc, évidemment, la météorite est très appauvrie en hydrogène. Pareillement, la météorite est très appauvrie par rapport au Soleil dans tout ce qu'on appelle les gaz rares, donc les gaz nobles. Ceux-là sont des gaz et qu'on n'interagit avec personne parce qu'ils ont tous les électrons dans leur dernière orbitale et donc ils restent là, sont inertes, ne réagissent pas et sont des gaz. Donc la seule quantité qu'on peut trouver dans la météorite est le petit peu de gaz qui a su s'infiltrer dans la matière solide, à absorber dans la matière solide, mais qui est une pitchinette. Donc il y a une déplétion très très forte dans ces éléments-là. Après, vous voyez qu'il y a trois éléments là qui sortent de la ligne, l'azote, le carbone et l'oxygène, donc sortis de la ligne au-dessus, ça veut dire qu'ils sont plus abondantes dans le Soleil que dans la météorite, donc il y a un petit déficit dans la météorite. Et les déficits, il y en a quand même pas mal d'azote, carbone, oxygène dans la météorite, mais les déficits est dû au fait que le carbone peut se lier avec l'oxygène pour former du CO ou du CO2, et l'azote peut former une molécule qui est du N2. Et ces trois molécules-là, CO2, CO et N2, sont très volatiles. Elles peuvent condenser, peuvent former des glaces, mais seulement à très faible température. Les CO2 vers les 70-90 degrés Kelvin, les CO vers les 20-30 degrés Kelvin et l'azote vers les 15-25 degrés Kelvin. Donc le fait que la météorite soit appauvrie en azote, carbone et légèrement en oxygène suggère qu'en fait la météorite s'est formée à un endroit du disque qui n'était pas si froid. Et donc, ces molécules-là étaient sous forme de gaz et ne sont pas rentrées dans la météorite. Mais l'eau, à contrario, qui, elle, condense à 170 degrés Kelvin, comme on verra, il y a toute la quantité d'eau qu'on s'attend dans une météorite de type CI. L'exception inverse, c'est le lithium. Le lithium est beaucoup plus riche dans la météorite que dans les soleils, c'est pour ça qu'il se retrouve sous la ligne. Et ceci, c'est parce que le lithium est brûlé par les réactions nucléaires dans la couche périphérique du Soleil. Donc, à quelques exceptions près, on a là la météorite la moins fractionnée. Ça veut dire que celle qui reflète la composition initiale du Soleil, chimique du Soleil, qui devait être la composition initiale du disque protoplanétaire à partir duquel on a formé les objets. Toutes les autres météorites sont altérées par rapport aux météorites CI, typiquement sont enrichis en éléments réfractaires et dépeuplés, appauvris en éléments volatiles. Alors, je vous explique ce diagramme, un tout petit peu compliqué, mais pas si compliqué que ça. Donc ici, on montre pour chaque élément, donc on analyse trois météorites différentes, les CM, les CV et les chondrites ordinaires, et on regarde l'abondance de différents éléments par rapport aux météorites CI, qui sont notre étalon. Donc chaque élément est caractérisé par sa température de condensation. C'est la température à laquelle, dans les disques, une pression d'à peu près 10-4 bars, la moitié de l'élément est sous forme solide. Donc par exemple, ici, vous avez quelque chose qui devient solide à 1600 degrés. Okay. Et après, on regarde quelle est la fraction en poids de cet élément dans la météorite qu'on considère par rapport à la météorite CI. Ça veut dire, par exemple, que si cet élément-là, disons 10% de la masse de la CI, j'invente, mais dans l'ACM, la météorite, ici, c'est 12%, alors pour cette météorite, chondrite ordinaire, je vais plotter l'élément à 1,2, donc 12 par rapport à 10. Si par contre, pour un élément qui a une température de 700 degrés, qui constitue 10% de la météorite CI, disons, j'ai seulement 8% de cet élément dans ma chondrite ordinaire, alors je la plotte là où c'est 0,8. Okay. Et donc ici, vous avez les différentes abondances par rapport à la météorite CI. Et donc vous voyez que les autres météorites sont enrichies dans les éléments dont la température de condensation est supérieure à 1200 degrés ou 1000 degrés à peu près, et sont plutôt appauvries dans les éléments qui condensent à plus faible température en dessous des 1000 degrés.
Et vous voyez que les météorites se distinguent entre elles par ce degré d'appauvrissement en éléments volatiles et enrichissement en éléments réfractaires. Donc réfractaires sont ceux qui condensent à haute température, volatiles à faible température. Les météorites CM, par exemple, sont un peu enrichis en éléments réfractaires, mais pas trop, et un peu déplétés en éléments volatiles, mais pas trop. Si vous prenez une chondrite CV, ben elle est beaucoup plus enrichie en éléments réfractaires et plus dépeuplée en éléments volatiles. Et vous prenez une chondrite ordinaire, elle est encore plus dépeuplée en éléments volatiles, mais pas trop plus enrichie en éléments réfractaires. Et la Terre suit à peu près la même tendance. Les astérisques se réfèrent à la Terre, mais bon, pour la Terre, on en parlera l'année prochaine. Ici, on voit encore mieux cette tendance à être dépeuplée en éléments des météorites, d'être dépeuplée en éléments volatiles par rapport aux météorites CI. Donc, encore une fois, on range les éléments en fonction de leur température de condensation. Et vous voyez que les météorites CM, plus un élément volatile, moins il y en a, donc, parce que ça descend. Hein, donc 1, ça veut dire qu'il y a la même quantité que dans une chondrite CI. Si c'est en dessous des 1, il y en a moins. Donc les météorites CM sont dépeuplées en éléments volatiles, mais pas trop. Les météorites CV sont dépeuplées davantage. Les météorites CR sont dépeuplées encore plus. Et la Terre a dépeuplé encore plus. Donc, encore une fois, pour la Terre, rendez-vous l'année prochaine. Et cette trend continue jusqu'à une température d'environ 800, des condensations d'environ 800 Kelvin. Et après, il y a un plateau. Donc, les cosmochimistes parlent de bâton d'hockey. En fait, ça lui ressemble, avec les manches inclinées et la partie plate pour taper les disques. Et ici, on voit mieux, c'est un agrandissement, en gros, de cette partie. Et en fait, avec les éléments exprimés en nom, les bismuth, l'argent, les plombs, les zinc, les tellurium, les strontium. Donc là, on a notre météorite CI qui est notre référence. Donc chaque abondance est reportée à l'abondance de la météorite CI. Donc tous les éléments ont une abondance de 1. Et vous voyez que les différents chondrites ont les éléments qui sont dans la même proportion que les éléments de la chondrite CI. C'est pour ça que ça donne des lignes à peu près horizontales, mais sont dépeuplées. Par exemple, les chondrites CM contient tous ces éléments dans les mêmes proportions des chondrites CI, mais il y en a à peu près la moitié seulement. Dans les chondrites CV, il y en a 30%. Dans les chondrites CO et CK, il y en a à peu près 20%. Dans les chondrites CR, il y en a seulement 10%, et dans les chondrites ordinaires aussi. Okay. Le fait que ces éléments volatiles soient présents un peu partout, dans des proportions différentes, mais en proportion relative égale à celle des météorites CI, suggère que toute météorite contient une fraction de sa masse en matière CI. Et cette matière CI qui porte les éléments plus volatiles. Alors, qu'est-ce que c'est cette matière CI? Eh bien, c'est la matrice. Parce que si on prend, par exemple, deux de ces éléments, donc par exemple les zinc et les tellurium, et on prend différents météorites, et on mesure la quantité, combien il y a de zinc dans la météorite ou du tellurium dans la météorite, et on les compare à la fraction de la matrice dans la météorite, on trouve une magnifique corrélation. Donc ça veut dire que c'est vraiment la matrice qui porte ces éléments volatiles, et vu que ces éléments volatiles sont en proportion CI, la matrice a une composition chimique des météorites CI. Mais après, ces météorites ont aussi des choses, des chondres, des inclusions réfractaires, ce qui fait si que, en bulk, donc en totalité, leur composition globale est différente des météorites CI. À bien regarder, cette corrélation, dans cette belle, magnifique ligne, n'atteigne pas l'origine. Donc, un intercept ici qui est plus haut que le point 0,0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la limite du météorite idéal qui a 0 matrice, il y aurait quand même un peu de zinc et un peu de tellurium. Donc, c'est vrai que la matrice porte les volatiles et la nature CI, mais il y a quand même un tout petit peu de volatile dans quelque chose d'autre qui n'est pas de la matrice. En fait, c'est les chondres. Il reviendra. Et en fait, la question de la survie des éléments volatiles dans les chondres au défi de leur grande température est une grande question sur laquelle justement on reviendra dans les cours numéro 4. Parmi les éléments volatiles, évidemment, il y a l'eau.
l'eau qui s'évapore à 170 degrés Kelvin à faible pression comme celle dans les disques. Et donc, voilà, on va s'intéresser quel météorite contient l'eau et en quelle quantité. Alors, d'abord, il y a un petit point à clarifier. Quand on parle d'eau dans les météorites, on ne parle pas d'eau liquide. Il n'y a pas d'eau liquide, il n'y a pas de gouttelettes. Enfin, je crois qu'il y a une goutte d'eau liquide, une inclusion fluide qui a été trouvée dans une météorite, mais c'est complètement anecdotique. Et ni il y a des cristaux de glace. Okay. L'eau qu'on retrouve dans les météorites, on la trouve... en fait, quand on dit qu'une météorite contient de l'eau, c'est parce qu'on voit des traces d'existence d'ancienne eau liquide qui interagit avec les fers en l'oxydant et avec les silicates et la matière organique pour former des minéraux hydratés, comme par exemple les argiles ou les carbonates, etc. Et c'est ces minéraux-là qu'on retrouve aujourd'hui dans les météorites. À partir de ces minéraux, si on y travaille, on les chauffe, etc., on peut extraire de l'eau. Donc, par exemple, quand il y a des fantasmes d'utiliser, de miner les astéroïdes pour sortir des ressources importantes pour la navigation spatiale, dont notamment l'eau, ben c'est ce qu'on pense pouvoir faire. Voilà. En plus, a priori, de l'eau a pu aussi s'évaporer au lieu de se liquidifier. Et l'eau qui s'est évaporée, si elle a pu s'échapper par les pores à travers les corps, est partie sans laisser trace. Donc la quantité initiale du corps d'eau dans les corps parents qu'on peut déduire à partir de l'abondance des minéraux hydratés et du fer oxydé est juste une limite inférieure. Donc ça, c'est bien ce qu'il faut arrêter. Alors, combien d'eau il y a dans les météorites et comment ça se lie à la matrice? Donc, il travaille un article très intéressant fait par Connell Alexander, un chercheur de Carnegie Institute à Washington. Donc, lui, il a comparé la quantité d'eau qu'il devait y avoir dans les corps parents de la météorite, calculée à partir de l'abondance des minéraux hydratés et du fer oxydé, et l'a comparé à la fraction de la masse de la météorite qui est portée par la matrice anhydre. Alors, qu'est-ce que c'est la matrice anhydre? C'est là aussi encore un peu un concept abstrait, c'est la matrice à laquelle on a retiré, dans sa mesure de la masse, toute l'eau contenue dans les minéraux hydratés et l'oxygène contenu dans l'oxyde de fer. Et donc, on trouve là aussi cette magnifique corrélation, la quantité d'eau corrèle avec la quantité de la matrice. Et là-haut, vous avez encore une fois les météorites CI. Et les météorites CI, si vous regardez, c'est 75% des matrices anhydres et 25% d'eau. Donc, vous faites la somme, c'est 100%. Donc, une météorite CI, c'est de la matrice avec de l'eau. Les autres météorites ont moins de matrice et donc ont moins d'eau. Donc, c'est essentiellement la matrice qui porte l'eau. Et la seule météorite qui montre une matrice sans aucune eau, sans aucune altération aqueuse, est celle se trouve dans les chondrites à enstatite. Il y a d'autres météorites, les chondrites ordinaires, les CO, etc., pour lesquels sont en dessous de cette parfaite corrélation, donc ça veut dire qu'il y a un peu d'eau, mais il y a aussi de la matrice qui ne porte pas l'eau. Et donc, il y a moins d'eau que la corrélation parfaite suggérait. Une chose intéressante est que la pente de cette ligne est entière. Donc, ça veut dire qu'à l'origine, les rapports entre l'eau et les solides, la roche, disons, appelons la roche qui constitue la matrice, était entière. Mais si on prend un modèle de composition solaire et donc de composition du disque, les rapports de masse entre l'eau et la roche devraient être de 1-1. Donc, la corrélation à laquelle on s'attendrait, c'est plutôt une corrélation sur cette ligne-là. La condensation entendue selon la composition solaire de l'eau d'Hertz, mais en fait, la corrélation observée est sur une pente qui est moins inclinée. Donc, ça veut dire que tous les corps parents n'ont pas créé toute l'eau à disposition, ou ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, qu'on enregistre dans l'altération aqueuse et dans l'oxydation seulement une partie de l'eau, parce que seulement une partie de l'eau se liquéfie et une autre partie s'échappe en vapeur. Les chondrites ordinaires et enstatites, donc les chondrites qui ne sont pas carbonés, se redivisent en sous-groupes selon l'abondance du fer à leur intérieur.
Donc ici, je vous montre un diagramme très connu en cosmochimie qui s'appelle le diagramme de Urey-Cray. Urey, prix Nobel pour la découverte de l'uranium, je crois. Donc ce diagramme montre sur l'axe des Y la quantité de fer, d'atomes de fer qui sont sous forme de métal ou de sulfide par rapport aux atomes de silicium. Et sur l'axe des X, la même chose, mais pour le fer qui, lui, est oxydé. Donc, c'est un rapport fer-métal sur fer oxydé. Et vous voyez que les chondrites à un statite présentent deux groupes. Il y a un groupe qui est riche en fer, donc on les appelle EH, E pour un statite, H pour high level of iron, donc haut niveau de fer, et un autre qui a beaucoup moins de fer métallique, et donc on les appelle EL, un statite low level of iron. Okay. Mais tous les fers sont sous forme métallique. Il n'y a aucun fer oxydé, parce que les chondrites en statite, comme les aubrites, ne contiennent pas des minéraux oxydés, ou très peu. Pour les chondrites ordinaires, les groupes sont trois. Donc il y a un groupe qui est assez riche en fer-métal, un groupe donc high, un groupe plutôt bas, donc on appelle L, low, et un groupe encore plus bas, donc LL, low. Okay. Mais vous voyez qu'une partie du fer est quand même oxydée, entre 20% et 40% du fer est oxydé, et entre 60 et 10% du fer est sous forme de métal. Alors quand on dit que ces météorites sont riches en fer, en fait, ils ne sont pas riches en fer, parce que selon les rapports solaires, fer sur silicium, les objets devraient être tous sur cette ligne-là. Là-haut, si tout le fer est réduit, ici, si tout le fer est oxydé, mais s'il y a autant de fer que silicium que dans les soleils ou dans les chondrites CI, on devrait être là. Donc les EH et les H, donc les chondrites en statite et les chondrites ordinaires, soi-disant riches en fer, ne sont pas en fait enrichis en fer, on a la quantité de fer qu'il faut. Et sont plutôt les autres, les L, les LL, qui pour quelques raisons ont moins de fer. Donc les météorites de ces différents groupes viennent des corps parents différents, parce que clairement les rapports entre les fers et les silicates sont différents, donc ça doit être un corps de composition chimique différent. Dans ce type de diagramme, les chondrites carbonés sont plus oxydés que les chondrites ordinaires, et certainement plus que les chondrites en statite, et donc sont plutôt sur la coin bas à droite de ces diagrammes. Seulement les chondrites CR ont une quantité de fer oxydé comparable aux chondrites ordinaires. Les diagrammes classiques que vous voyez partout, mais pour les chondrites CI et CM, tout le fer oxydé, zéro fer sous forme de métal. Il y a eu récemment, cette année, il y a quelques mois, une nouvelle analyse faite par Amano et al. Ici au Muséum d'histoire naturelle, où ils ont refait une analyse des météorites CI, CM, CR, et en faisant vraiment différence ce qui est endogène à la météorite et ce qui vient de l'altération terrestre, le fait que la météorite reste dans un muséum, dans un tiroir, et donc peut absorber de l'humidité ambiante, etc. Et donc revoit un peu la fraction du fer oxydé dans ces météorites, et pas tout le fer des météorites CI et CM est oxydé. Apparemment, il y aurait à l'origine aussi un peu de fer-métal, mais bon, il reste quand même que ces météorites sont très proches de la pente solaire et sont plus oxydées que n'importe quelle météorite ordinaire ou en statite. Dernière sous-classification des météorites, c'est les types pétrologiques. Alors, ça, c'est une classification un peu bizarre, parce que les points de référence n'est pas 0, n'est pas 1, c'est 3. Bon. Et alors, si vous avez une météorite, initialement non altérée, elle se trouve à 3. Après, cette météorite peut chauffer, parce que le corps parent a chauffé, et donc, sous l'effet de la chaleur, la minéralogie se transforme. Si vous avez une météorite qui est sèche, donc il n'y a pas d'eau, pas beaucoup d'eau, pas d'eau du tout, à fur et à mesure que la température monte, vous avez que les minéraux commencent à devenir mous, à se déformer, certains commencent à fondre, d'autres vont fondre plus tard. Et selon la quantité de minéraux qui ont été transformés et fondus, les météorites sont classées en type pétrologique 4, 5, 6, 7, et plus les types pétrologiques élevés, plus il y a eu de la fusion partielle,
donc moins vous voyez les constituants principaux, et même les chondres commencent à un moment donné à disparaître entre la classe 6 et la classe 7, et donc vous avez ce qu'on appelle les achondrites primitives, qui donc on pense sont des chondrites, mais qui après ont chauffé suffisamment pour perdre la structure. On voit des reliques des chondres et des choses comme ça. En revanche, si votre météorite est riche en eau, quand vous chauffez la météorite, ben la glace d'eau fond et devient de l'eau liquide qui commence à circuler dans la roche et va altérer la roche pour former des minéraux hydratés et oxyder le fer. Et donc vous avez, dans ces cas-là, quand une météorite est de plus en plus altérée par l'eau, ben, on dit qu'elle est des types 2 ou des types 1. Et donc ça veut dire qu'elle a subi davantage d'altération de l'eau. Mais à la fin, c'est toujours l'effet de la chaleur qui altère la composition pétrologique, la minéralogie de la météorite, dans un sens ou dans l'autre, selon que la roche initialement soit sèche ou riche en glace. Et si on regarde quel type pétrologique on a dans les météorites, ben dans les météorites carbonées, on a plutôt du type 3 vers le type 1, parce que ce sont des météorites qui contenaient beaucoup d'eau. On a vu cette corrélation entre l'eau et la matrice anhydre. Et donc, en chauffant, on a produit davantage de minéraux hydratés. Donc, les CI sont toutes de type 1, parce que tous les minéraux sont hydratés. L'eau a circulé partout. Les CM, les CR, plutôt de type 2. Les CV, les CO, on peut trouver plutôt de type 3. Par contre, les chondrites non carbonées, comme les chondrites ordinaires, les chondrites en statite, qui sont plutôt sèches, ne contenaient pas d'eau du tout, ou très peu, en chauffant, elles vont plutôt vers la droite, vers les types 3, 4, 5, 6. Mais si vous avez des météorites qui ont un type différent, donc par exemple une météorite L4, une météorite L6, ça ne veut pas dire qu'elles viennent des corps parents différents. C'est juste une altération chimique, pétrologique due au chauffage. Et donc, simplement, c'est des météorites qui peuvent venir du même corps parent, mais des profondeurs différentes, et donc des corps qui ont subi une température maximale différente. Donc, pour parler encore de deux considérations, se faire un peu une idée d'où viennent ces différents corps, dont on a vu pas mal les différences, et aussi, après, essayer de discuter la relation qu'il y a entre les météorites, qu'on a sur nos tables, et les astéroïdes qu'on voit dans la ceinture des astéroïdes. Est-ce qu'on peut établir des relations, certaines, douteuses, ou pas du tout. Donc, déjà, sur la composition chimique. Alors, tous les objets se forment dans un disque protoplanétaire de gaz et de poussière qui entoure l'étoile, et ce disque est plus chaud dans la partie interne, plus froid dans la partie externe. C'est dû au fait que vous êtes plus près de l'étoile qui chauffe, mais c'est dû aussi au chauffage visqueux, si vous vous souvenez de mon premier cours de la première série il y a 2 ans. Mais bon, sinon, ce n'est pas très grave. En tout cas, c'est assez intuitif, il fait chaud à l'intérieur, il fait froid loin du soleil. Et donc, pour chaque élément, il y a une température, c'est la fameuse température de condensation, qu'on a vu plotter tout à l'heure. Et donc, si les disques est plus chaud que la température de condensation, l'élément est en vapeur, et si la température est plus faible que la température de condensation, l'élément est sous forme de solide. Donc, pour chaque élément, vous avez une ligne de condensation ou d'évaporation. Vous condensez si votre gaz passe de gauche à droite, parce qu'il refroidit, donc il condense. Et si vous avez un grain qui passe de droite à gauche, il sublime, et votre élément, votre molécule passe de solide en vapeur. Donc, si on a un élément volatile qui est présent dans une météorite et pas présent dans une autre météorite, ça fait penser que la météorite qui n'a pas cet élément volatile s'est formée dans la partie chaude, où l'élément volatile était sous forme de vapeur, donc on ne peut pas l'inclure dans la roche. Et par contre, dans la météorite où il y a cet élément volatile, ça fait penser que la météorite s'est formée au-delà de cette ligne de condensation, comme ça l'élément était sous forme solide et on a pu l'accréter. Donc en faisant référence par exemple à l'eau, on a vu que les chondrites carbonés contiennent pas mal d'eau. Okay? Certes, pas tout au même niveau, mais toujours une quantité considérable. Donc, on a plutôt tendance à dire qu'ils se sont formés quelque part dans les disques, mais suffisamment loin pour qu'il y ait pas mal d'eau, qu'on puisse l'accréter. Par contre, on a vu que les chondrites en statite contiennent 0 eau. Toutes les fers sous forme métal, n'ont jamais été oxydées, toute la matrice est anhydre, il n'y a pas de minéraux hydratés. Donc, ça fait penser que ces objets-là ils sont formés plus près du Soleil, en deçà de la ligne de condensation de l'eau, pour accréter 0 eau. Voilà. Les chondrites ordinaires sont un peu intermédiaires, parce qu'ils contiennent quand même un peu d'eau. Pas autant que les chondrites carbonés,
C'est vrai aussi pour les autres éléments volatiles, donc ce seront plutôt, mais certainement plus que les chondrites en statite. Donc, ils seront formés dans cette stratigraphie plutôt au milieu. Et là, j'ai mis un petit recouvrement parce qu'on a vu que les CR et les chondrites ordinaires avaient la même quantité de zinc, tellurium, etc. Et aussi la même quantité de fer oxydé. Donc là, en se basant simplement sur la teneur en éléments volatiles et les teneurs en eau, on pourrait dire que bon, les moins riches en éléments volatiles et en eau des chondrites carbonés, qui sont les CR, pourraient à peu près s'être formés dans la même région où certains chondrites ordinaires se sont formés. Alors ça, c'est seulement sur la base de l'existence de l'eau des éléments volatiles. Après, dans les cours numéro 6, je vous parlerai des propriétés isotopiques. Et on verra que les deux mondes sont complètement disjoints. Mais alors, au stade actuel, sans rien savoir sur les isotopes, c'est une considération qui est tout à fait acceptable. Et après, il y a les comètes. Alors, on n'a pas parlé des comètes cette année, mais on en a parlé l'année passée. Donc, les comètes contiennent beaucoup d'eau, évidemment. Et donc, on peut se dire, bon, voilà, quel est le rapport entre les comètes et les chondrites carbonés. Et c'est une discussion qui existe tout à fait dans la littérature scientifique, avec certains scientifiques qui pensent qu'il y a un continuum entre les chondrites carbonés et les comètes. Alors moi, je voudrais un peu tordre l'idée, à cette idée du continuum, et plutôt advoquer l'idée qu'il y a une séparation entre chondrites carbonés et comètes, pour une série de raisons que je vais vous évoquer. Donc, tout d'abord, une différence fondamentale entre les comètes et les météorites est que dans les chondrites, on a de l'eau, on a pas mal d'eau, mais toute l'eau a fondu. Donc, comme je vous ai dit, on ne trouve pas de la glace, on ne trouve pas de l'eau liquide, on voit les minéraux hydratés qui sont la signature de la circulation de l'eau liquide. Dans une comète, les comètes sont pleines de glace encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que la glace sublime quand les comètes approchent le Soleil, ce qui monte, ce qui produit la coma et la queue. Donc, ça veut dire que les comètes n'ont pas chauffé autant que le corps parent des chondrites. Alors, chauffer, c'est un peu lié, on verra ça au cours numéro 5, au temps de formation, parce que c'est lié à la décroissance des éléments radioactifs. On y reviendra, on a le cours numéro 5. Donc, si les comètes n'ont pas chauffé autant que les corps parents des chondrites, ça veut dire qu'elles se sont formées sans doute plus tard. La quantité d'eau. Donc, on a vu dans la corrélation que je vous avais montrée, quantité d'eau vers matrice anhydre, qu'il y a cette corrélation linéaire, mais cette corrélation linéaire a la pente entière, donc comme si l'eau liquide est entière de la roche. Okay. Mais dans les comètes, c'est difficile d'estimer les rapports glace sur roche. Le mieux qu'on peut faire, c'est sur la comète 67P, parce qu'elle a été analysée en grand détail in situ par la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne. Et il y a plusieurs analyses. Certains disent que là aussi, le rapport roche sur glace est 3 dans la comète, mais des analyses plus récentes, par exemple dans cet article-là, montrent que c'est plutôt 1 et 3, c'est plutôt exclu. Donc il y a effectivement plus d'eau. Il devrait y avoir plus d'eau dans les comètes que dans les chondrites carbonés. Mais la grosse différence vient des gaz rares. Les gaz rares, je vous avais montré ces diagrammes où les CI ont la composition solaire, sauf en hydrogène et en tous les gaz rares, parce que les gaz rares sont sous forme de gaz, et donc les chondrites n'ont pas pu les accréter, seulement une pitchinette qui a diffusé dans les solides. Or, les comètes sont bourrées de gaz rares. Et en fait, donc ici, vous avez la composition de la comète 67P, déterminée par la mission Rosetta, par rapport au Soleil. Donc ici, vous avez l'abondance dans la comète, et ici, vous avez l'abondance dans les soleils. Tout à l'heure, excusez-moi, c'était l'inverse, c'était l'abondance dans la météorite et l'abondance dans les soleils. Maintenant, c'est l'abondance dans la comète, l'abondance dans les soleils. Et donc, vous avez que tous ces éléments sont plutôt proches de la ligne, donc composition solaire, y compris les xénons. Les kryptons est légèrement dépeuplé, l'argon est plus significativement dépeuplé, mais par rapport à une chondrite, même une chondrite CI, les comètes sont plus riches en xénon, krypton, argon de 4 ordres de grandeur. Okay. 4 ordres de grandeur, c'est énorme. Et donc, ceci suggère que les comètes se sont formées dans une zone plus lointaine et plus froide du disque, là où même les xénons et les kryptons ont largement pu condenser sur les grains. Okay.
Donc les comètes ont accrété du xénon et une partie du krypton sous forme solide avec les grains, alors que là où se sont formés les chondrites, les disques étaient trop chauds, les xénons, les kryptons étaient des gaz, et donc la quantité accrétée était proche des zéros. Il y a aussi des différences isotopiques. Si on regarde au rapport isotopique, donc on a vu tout à l'heure, les isotopes sont des atomes qui ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. On peut regarder par exemple les D sur H, le rapport entre le deutérium et l'hydrogène. Le deutérium, c'est un atome d'hydrogène avec un neutron qu'on retrouve dans l'eau ou dans, par exemple, l'ammoniac, et les rapports isotopiques de l'azote. Et vous avez que les météorites sont plutôt là, et les comètes sont plutôt là. Alors, il y a des comètes qui ont un D sur H qui est comparable aux météorites, mais quand vous prenez les deux rapports isotopiques ensemble, clairement, les comètes font partie d'un camp qui est séparé des météorites et de la Terre. La Terre ressemble à un météorite et pas à une comète, du point de vue des rapports isotopiques du deutérium et de l'azote. Et il y a quelques météorites qui tendent à aller vers les comètes. Les CR ont des sur H plus élevés. Il y a quelques CM qui ont des inclusions, qui ont des très hautes valeurs, des très hauts rapports en azote 15 sur azote 14, mais en bulk sont quand même beaucoup plus basses, donc il y a quand même une différence. Et pour les xénons aussi, la différence est remarquable. Les xénons ont plein d'isotopes. Il y a un xénon 28, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136. Donc, ce sont tous des isotopes du xénon. Et là, vous avez la composition isotopique des chondrites carbonés, normalisée à la composition solaire. Donc, bon, c'est plus ou moins plat. Donc, c'est la même composition isotopique que le Soleil, grosso modo. Et là, c'est la composition isotopique mesurée dans la comète, complètement différent. Donc, voilà, il y a beaucoup de différences du point de vue à la fois chimique, évolution thermique et isotopique, qui, moi, je ne vois aucun continuum là-dedans, je vois toujours une dichotomie, une claire séparation entre les comètes et les chondrites carbonés. Donc, pour moi, les comètes se forment dans un endroit du disque qui est encore plus loin, séparé, disjoint de celui des chondrites carbonés, avec un trou au milieu où on échantillonne de rien. Et là, c'est peut-être où se sont formées les planètes, ou certaines planètes comme Neptune, etc. On va fermer cette parenthèse pour rentrer dans la dernière partie du cours d'aujourd'hui, d'où viennent les météorites. Donc, on vient des astéroïdes, hein, bien sûr, mais de quels astéroïdes? C'est ça qu'on voudrait savoir, parce que aller échantillonner un astéroïde coûte très, très cher, et si on a des échantillons sur Terre, c'est gratuit. Et bon, si on sait lier les échantillons aux astéroïdes, ben, du coup, c'est un grand bond en avant, hein, parce qu'on sait associer ce qu'on mesure sur Terre à ce qu'on voit dans l'espace. Donc, je commence par cette slide. Donc, cette slide qui met à l'exergue une météorite CI, la météorite d'Orgueil, qui est la plus grosse météorite CI que nous avons sur Terre, tombée en France, près du village d'Orgueil. Elle se trouve au Muséum d'histoire naturelle. C'est l'Orgueil national. Et on sait d'où vient cette météorite, parce qu'il y a deux astéroïdes qui ont été échantillonnés récemment, Ryugu par la mission spatiale de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, Hayabusa 2, et Bennu par la NASA. Et les échantillons ramenés de ces deux astéroïdes sont tout pour tout équivalents des météorites CI du point de vue aussi bien chimique que du point de vue isotopique. Alors maintenant, ces deux objets-là sont deux astéroïdes petits, 1 kilomètre, 1 demi-kilomètre, sont des géocroiseurs, ce ne sont pas des astéroïdes de la ceinture principale, ce sont déjà des astéroïdes qui intersectent la Terre. Donc, ce n'est pas la vraie origine des météorites CI, ça, disons, c'est des véhicules intermédiaires, hein, mais dans la ceinture des astéroïdes où se trouvent les corps parents. Mais on connaît les orbites de ces objets. Et à partir des orbites de ces objets, en utilisant des modèles dynamiques probabilistes, on peut indiquer d'où vient, okay, avec une certaine probabilité. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une probabilité. Et là, vous avez une carte de la ceinture de l'astéroïde en demi-grand axe, excentricité, inclinaison propre, et la couleur est l'albédo. Hein, donc l'albédo, le pouvoir réfléchissant des objets. Les météorites CI sont riches en carbone, donc on cherche des objets sombres, donc des objets à très faible albédo. Et en regardant les orbites de Ryugu et Bennu, on dirait que ces objets-là viennent de la ceinture interne des astéroïdes à faible inclinaison. Et là, on a une famille que vous voyez ici, qui a très faible inclinaison, quelques degrés seulement, et qui est la famille de Polana.
Et donc, on a une très forte suspicion que ces deux objets-là viennent de cette famille-là, et les météorites CI, qui sont équivalentes à ces deux astéroïdes, donc pourraient venir de cette famille également. Alors, il y a une question intéressante, parce que les météorites CI sont rarissimes. Il y en avait 5 seulement dans toute la collection mondiale. Une sixième vient d'être trouvée dans le désert du Sahara, donc il y en a 6 en tout. Et les 2 premiers astéroïdes qu'on va échantillonner à hasard sont 2 objets de nature CI. Donc on pensait que cette matière CI était hyper rare, et en fait, dès qu'on prend un astéroïde sombre, etc., on l'échantillonne, une CI. Donc ça suggère que cette matière CI n'est pas si rare que ça, ce qui est rare, c'est les météorites. Et pourquoi? La réponse vient de ce qui s'est passé pendant l'échantillonnage. Donc là, vous avez la caméra je pense que c'est l'échantillonnage de Bennu, donc la caméra sur la sonde. Donc on va voir les bras robotiques qui descendent vers l'astéroïde pour prendre l'échantillon. Et donc ces bras doivent se poser sur la surface et capturer un échantillon en éjectant des gaz et regarder ce qui s'est passé. Donc le truc est rentré dans l'astéroïde et a complètement pulvérisé le sol. Donc l'objet est extrêmement fragile, manque de cohésion. Et donc, c'est facile de comprendre pourquoi ces météorites sont si rares, parce que s'ils sont si fragiles, eh bien, évidemment, en rentrant dans l'atmosphère à 15 km par seconde, chauffant, etc., elles ont tendance à se disgréger. Et donc, voilà, on ne récolte rien au sol. Et les quelques météorites qui arrivent à survivre, c'est des spécimens exceptionnels, sans doute des morceaux d'astéroïdes qui ont été encore plus altérés par l'eau, donc l'eau qui a cimenté les minéraux et a rendu la boue un peu plus compacte, un peu plus solide. Et je pense que c'est d'ailleurs pas trop surprenant que la quantité d'eau qu'on retrouve dans les météorites CI soit supérieure à celle des échantillons de Ryugu et Bennu. Il y a aussi le problème de l'altération terrestre, parce que les météorites CI ont toutes été trouvées, voilà, et s'altèrent facilement en contact avec l'atmosphère. Voilà, mais donc ces météorites solaires, appelons les météorites solaires dans le sens que leur composition chimique ressemble très fort au Soleil, et qui sont extrêmement rares, sans doute quand on regarde les astéroïdes, ne sont pas si rares que ça. Bon, ça c'est des résultats très récents, parce que l'échantillonnage de Ryugu et Bennu a eu lieu dans les dernières 5 ans. Décennies. Historiquement, le premier astéroïde qui a été identifié comme corps parent du météorite est Vesta. Donc, l'analyse, donc ça remonte aux années 70. Donc, en faisant les spectres des eucrites, donc ces météorites-là, donc on regarde les spectres, et donc vous avez les spectres ici en rouge. Et donc cette météorite-là. Et après, vous regardez l'astéroïde Vesta, le spectre a les mêmes oscillations, les mêmes bandes d'absorption, et donc ça suppose très fortement que voilà, ça puisse venir de là. Rick Binzel, qui est un professeur très connu au Massachusetts, MIT, a fait toute sa jeune carrière là-dessus, en fait, en cherchant dans la ceinture des astéroïdes d'autres objets qui aient un spectre semblable à celui des eucrites. Donc là, vous avez encore le spectre de l'eucrite, et là, vous avez le spectre de toute une série d'astéroïdes, donc ici, c'est les différents numéros. Les astéroïdes portent un numéro et un nom, 4 et Vesta, ça c'est d'autres objets. Et tous ces objets-là, qui avaient un spectre comparable aux eucrites, s'est trouvé dans la même zone de la ceinture des astéroïdes en termes de demi-grand axe, inclinaison et excentricité, très proche de Vesta, qui est la grosse croix qui se trouve là-dedans. Donc Binzel avait suggéré que peut-être Vesta s'était fragmenté en partie en formant une famille, mais bon, cette famille n'avait pas beaucoup de membres, donc on ne pouvait pas l'identifier, alors qu'on identifiait déjà d'autres familles d'astéroïdes, mais on pouvait identifier les membres de cette famille par ressemblance spectroscopique, et donc à l'époque, on avait défini la famille de Vesta comme une famille spectroscopique. Évidemment, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts depuis les années 70, et aujourd'hui, on connaît beaucoup plus d'astéroïdes, on a l'index couleur de tous les astéroïdes grâce au survey avec les filtres, et comme je vous ai montré la fois passée, la famille de Vesta est très bien identifiée comme
un groupe assez compact d'astéroïdes, tous du même couleur, tous du même spectre, et la sonde, comment ça s'appelait déjà, bon, j'ai oublié, Dawn, voilà, c'est là. La sonde Dawn a exploré le monde de Vesta tout près et a trouvé ces grands bassins d'impact au pôle sud qui a un volume qui est tout à fait compatible avec le volume de tous les objets de la famille de Vesta mis ensemble. Donc, ça fait pas l'ombre d'un doute que Vesta a subi cette grosse collision qui a créé un bassin d'impact, a éjecté beaucoup d'objets, et ces objets sont dans la ceinture des astéroïdes, ils continuent à se fragmenter en collisionnant entre eux avec d'autres objets, et c'est de là qui vient donc ces fameuses météorites de croûte, qui soient les eucrites, les diogénites, les awardites, et donc voilà, quand tout à l'heure vous reviendrez, vous prenez ça dans la main, vous aurez un morceau de l'astéroïde Vesta dans votre main, et ça, c'est pratiquement sûr à 100%. Non. C'est une relation unique. Sur l'astéroïde qui a ses propriétés. Donc ça, c'est bien ces météorites de croûte comme les HED viennent de Vesta, mais par exemple, on n'a aucune idée d'où viennent les aubrites et d'où viennent les angrites, les autres météorites mineurs qui viennent des croûtes, parce que là, on n'a pas des... Bon, on a des astéroïdes dont les spectres rassemblent, mais bon, les liens ne sont pas très forts, et donc on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Mais d'où vient les chondrites ordinaires? Ça, c'était le grand mystère qui animait la communauté pendant des décennies. Chondrite ordinaire, 80% des chutes, ben, c'est gênant de ne pas savoir d'où il vient. Et là, le problème est que les spectres du météorite rassemblent à peu près au spectre des astéroïdes de type S. Vous savez, le premier cours, on avait regardé les différents types taxonomiques des astéroïdes. En gros, il y a les S et les C, c'est les deux groupes dominants. Donc les S ont cette bande à peu près à la même longueur d'onde, mais comme vous voyez, le spectre d'un astéroïde S est différent du spectre d'une chondrite ordinaire. Et c'est beaucoup plus rouge, donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux à grande longueur d'onde que la météorite. Donc l'astéroïde est beaucoup plus rouge que la météorite. Donc, est-ce que les astéroïdes S sont les corps parents des chondrites ordinaires? Donc, grand débat dans la communauté pendant les années 80-90. Et puis, Binzel, toujours lui, a montré que, en fait, si on regarde des astéroïdes S, mais petits, pas les très gros qui sont faciles, les astéroïdes plus petits, ben on voit que leur spectre est de plus en plus bleu. Voilà, donc ça, c'est le spectre d'un astéroïde S très gros, et ça, c'est le spectre d'astéroïdes S de plus en plus petits. Et s'approche de plus en plus au chondrite ordinaire. Et donc, il y a un continuum de spectres d'astéroïdes, des astéroïdes S bien rougis jusqu'au chondrite ordinaire. Alors, la taille des astéroïdes, comme je vous ai dit la fois passée, est liée à l'espérance de vie des objets. Plus un objet est petit, plus il est jeune, parce qu'il est cassé par les collisions. Donc, il doit être un fragment d'un objet plus grand produit récemment. Donc, d'une certaine manière, quand on se déplace, quand on observe un astéroïde gros et après on observe des astéroïdes de plus en plus petits, statistiquement, on observe des objets très vieux s'ils sont très gros et de plus en plus jeunes s'ils sont petits. Donc l'idée est qu'avec l'âge, les spectres des minéraux rougissent. Donc, initialement, le vrai spectre des minéraux est celui des chondrites ordinaires, mais à fur et à mesure qu'un astéroïde qui a initialement la composition d'une chondrite ordinaire reste dans l'espace et donc subit les bombardements des rayons cosmiques, des particules chargées du Soleil, etc., son spectre rougit. Et ça, c'était une hypothèse, donc tirée de cette observation, de cette corrélation du spectre avec l'âge, et finalement a été reproduit en laboratoire en montrant que, effectivement, les nanoparticules de fer sont bien altérées par les rayonnements cosmiques, ce qui s'appelle les space weathering, donc c'est une sorte de vieillissement spatial. Donc, on peut dire que, grosso modo, mais on verra après les détails, les chondrites ordinaires viennent des astéroïdes S, alors que les chondrites... voilà, mais les chondrites ordinaires viennent des astéroïdes S. Mais on a vu que les chondrites ordinaires, il existe trois types. Les chondrites LL, les chondrites L et les chondrites H selon la quantité de fer métal, n'est-ce pas? Et les spectres sont légèrement différents. Donc, en particulier, les spectres de ces chondrites ont deux grandes bandes, et on peut donc caractériser chaque spectre par la longueur d'onde du centre de la bande et par l'air qui est inclus dans la bande. Donc, vous tirez une ligne entre les deux pics, vous calculez l'air comprise là-dedans,
et l'air comprise là-dedans. Là, ce sera l'air de la bande 1, l'air de la bande 2. Il a été montré récemment par Vernazza, Binzel et al. Vernazza, un astronome qui travaille à l'Observatoire de Marseille, mais qui a fait un postdoc avec Binzel à l'MIT, qu'en fait, on peut départager ces météorites en regardant les valeurs des centres des bandes et les rapports des surfaces des aires des bandes. En particulier, voilà, dans un diagramme où vous reportez sur l'axe des X les rapports entre les aires de la bande 2 et de la bande 1, donc ça c'est la bande 2, ça c'est la bande 1, et sur l'axe des Y, vous mettez les centres de la bande 1, oups, donc là un peu moins de 1, en micron, donc voilà. Mais les trois classes des chondrites ordinaires, c'est des partages. Donc vous avez les chondrites LL qui tombent là-haut, vous avez les chondrites L qui sont au milieu, et vous avez les chondrites H qui sont là. Et donc, ils ont dit, ah, ça c'est un magnifique moyen de distinguer les astéroïdes S, qui sont plutôt corps parents des chondrites H, des chondrites L et des chondrites LL, en regardant leur spectre et en mesurant ces rapports d'air et ces centres des bandes, que eux sont immunes au rougissement dû au space weathering. Parce que le rougissement fait monter les spectres, mais ne change pas les rapports des airs ni les centres des airs. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont proposé. Pas mal de scepticisme, surtout parmi les cosmochimistes, et puis une preuve retentissante, parce que l'agence spatiale japonaise, JAXA, toujours elle, avait fait un retour d'échantillon d'un astéroïde de géocroiseur de type S, l'astéroïde Itokawa, et son spectre les place là. Et donc, Vernazza et al. Avaient prédit que cet objet, une fois l'échantillon ramené sur Terre, aurait été confirmé être des natures LL. Alors la mission Hayabusa 1, ça a un peu cassé la figure, hein, ça n'a pas très bien marché, les contrôles à proximité de l'astéroïde n'ont pas marché, au lieu de récolter un échantillon, la sonde a collisionné avec l'échantillon, avec l'astéroïde, a rebondi, s'est moché, et les Japonais ont quand même réussi à la ramener sur Terre, et surprise, surprise, il y avait des petits grains d'astéroïdes attachés à la sonde. Donc quand même, bon, ils n'ont pas récolté ce qu'ils voulaient vraiment récolter, des échantillons macroscopiques, mais ils ont récolté des grains micrométriques. Suffisant pour faire l'analyse minéralogique, et ils ont bien montré que cet objet-là est bien des classes LL. Et donc ces systèmes, ces méthodes donc, de Vernazza et al. De classer les astéroïdes S parmi les potentiels corps parents des chondrites H, L et L, en regardant les rapports des aires des bandes et leur localisation, est plutôt une méthode qui marche. Si les astéroïdes du type S sont liés aux trois classes des chondrites ordinaires, H, L et L, les astéroïdes de type C sont plutôt liés aux chondrites carbonés. Dans certains cas, les matchs spectrales marchent plutôt bien. Là, par exemple, je compare les spectres de météorites CM, météorite Murchison, avec un astéroïde type C, l'astéroïde 19 Fortuna, et les matchs est très très bon. Mais ce n'est pas toujours si bien. Et par exemple, si on revient à nos météorites CI, maintenant qu'on sait d'où elle vient, et on compare les spectres de la météorite CI entre 0,5 et 2,5 microns, et on les compare aux spectres de Ryugu et de Bennu, qui ont, maintenant on le sait parce qu'on a des échantillons, une nature CI, ça ne matche pas trop. Bon, là encore, vous pourrez dire, oui, c'est à peu près la même chose, mais là, c'est complètement différent. Là, le spectre même descend, alors que là, pour la météorite, ça monte. Donc, il n'y a pas vraiment une correspondance très nette entre les spectres des météorites et les spectres des astéroïdes. Il peut y avoir pas mal de discordances, tout en ayant la même composition. On ne comprend pas tout à fait pourquoi. Si on va dans l'infrarouge, c'est un peu mieux. Parce que dans l'infrarouge, dans les visibles, au proche infrarouge, les spectres n'ont pas de bande, donc c'est juste une question des pentes. Les pentes peuvent être altérées par différentes irradiations. Si on va dans l'infrarouge, on commence à voir des décrochages, des pentes. En particulier, il y a cette bande à 2,75 microns qu'on voit très bien dans les météorites CI, mais aussi dans les météorites CM. Et par exemple, dans le spectre de Bennu, si on va dans l'infrarouge, on retrouve les mêmes décrochages. Donc l'infrarouge peut aider pour la correspondance entre chondrites carbonés et astéroïdes, sous-astéroïdes C, sous-catégorie des astéroïdes C. Il y a eu un travail récent, donc publié l'année passée,
qui a vraiment changé la donne. Et pour l'association spécifique entre météorites et astéroïdes donnés. Et ce travail a été conduit en République tchèque par Mira Broch et collaborateurs. C'est un grand consortium, aussi bien des experts des météorites, d'observation et des dynamiques. C'est un travail monumental, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, et vraiment, ça va faire date. Donc, dans cet article publié sur Nature, Broch et al., à juste titre, émet 4 critères pour pouvoir identifier un astéroïde corps parent du météorite. Le premier critère est qu'il faut avoir la bonne classe spectrale. Vous n'allez pas dire qu'un corps parent d'un chondrite ordinaire, un astéroïde de type C, ça serait absurde. Voilà. Donc il faut avoir la bonne classe spectrale, mais la bonne classe spectrale est une condition nécessaire, pas suffisante. Pour générer des météorites, et on parle surtout des classes des météorites pour lesquelles on a un nombre de chutes non négligeable, l'astéroïde doit avoir subi une collision majeure et être associé à une famille. Bien sûr, parce qu'il doit se multiplier. Parce que si l'astéroïde est intact, ben, il ne s'est pas cassé, donc il n'a pas envoyé des pierres, il n'a pas envoyé des objets dans l'espace. Mais s'il a formé une famille, il y a des myriades d'objets de toutes les tailles qui à leur tour collisionnent et se cassent à nouveau. Et donc là, il y a une fabrique de production de débris qui peuvent s'enfuir grâce à l'effet Yarkovsky, les résonances, comme on a vu la semaine passée, de la ceinture de l'astéroïde, et arriver sur Terre avec suffisamment de probabilité qu'au dépit des biais, ils tombent dans l'océan, certains tombent sur Terre, ils se trouvent d'autres pas. On en trouve quand même. Donc il faut que les corps parents des météorites soient chefs de famille, corps parents de familles nombreuses. Et cette famille doit avoir aujourd'hui suffisamment d'objets de taille métrique et être étendue jusqu'aux résonances qui permettent de transporter les objets de la ceinture de l'astéroïde vers la Terre. Si une famille est toute petite et ne touche pas à les résonances, ben, elle ne nous enverra rien. Donc la localisation de la famille, la taille et le nombre d'objets est vraiment la clé pour dire si une famille est compatible avec les nombres de chutes qu'on observe ou pas. Et elle doit aussi avoir un âge qui est compatible avec les contraintes météoritiques. Sur les météorites, on peut, je n'en ai pas parlé, mesurer des âges de choc quand le corps parent s'est brisé pour la première fois. On peut mesurer les temps que la météorite a passé dans l'espace avant de tomber sur Terre, après être libérée du corps parent, etc. Donc, ça, ce sont les critères utilisés. Donc, essayons de voir pour les chondrites ordinaires d'où peuvent venir les chondrites ordinaires. Donc, tout d'abord, Broch et al. Ont départagé toutes les familles d'astéroïdes de type S dans les 3 classes en suivant la méthode de Vernazza, donc le rapport des aires et la localisation des bandes. Donc il y a des familles qui ont un spectre qui est compatible au météorite H, des familles qui ont un spectre compatible au météorite L, des familles avec un spectre compatible avec le météorite LL. Compatible, ça veut pas dire être la source, ça veut dire seulement compatible. Ensuite, donc, il faut regarder les nombres d'objets que ces familles ont. Et là, il y a un résultat très important. Les familles, quand elles éclatent, elles peuvent avoir beaucoup d'objets, elles libèrent beaucoup d'objets grands comme les astéroïdes, mais aussi d'objets petits de l'ordre de mètres, même de la poussière. Il y a des bandes de poussière qui sont associées à la formation des familles. Et pour produire les météorites sur Terre dans un nombre suffisant pour être observés, donc il faut que les familles aient un certain produit, un certain nombre d'objets métriques considérables de l'ordre de 10 à la puissance 12, de l'ordre de 1000 milliards hein, dans la ceinture des astéroïdes pour qu'on ait des météorites sur Terre aujourd'hui. Et les familles vieillissent, donc par évolution collisionnelle, les objets petits produits par l'éclatement des familles sont détruits à leur tour et donc leur nombre va diminuer. Donc ici, je vous montre une animation où on voit une famille, dès qu'elle se forme. Et donc ça, c'est la distribution des tailles, nombre d'objets de la famille en fonction de leur taille. Et là, c'est la distribution des tailles de la ceinture principale globale en dehors de cette famille. Et on va faire une simulation, il y aura le temps qui court là-haut, pour voir comment ces distributions de taille évoluent. Et puisqu'on est lié aux collisions, bon, il y a une certaine stochasticité, donc il y a pas mal de simulations qui sont montrées au même moment pour voir un peu la variété, la diversité des évolutions possibles selon la stochasticité. Donc on va lancer l'animation et vous voyez que relativement rapidement, en quelques millions d'années, la distribution des tailles de la famille descend. Les objets petits sont détruits en poussière et donc leurs objets diminuent.
La ceinture des astéroïdes, elle, globalement, reste la même, parce qu'elle a l'équilibre collisionnel. Donc, de temps en temps, vous voyez une courbe qui décroche, parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans la ceinture, comme maintenant. Après, ça disparaît, bon, voilà, et ça revient à l'équilibre. Mais la famille, à fur et à mesure qu'elle vieillit, on est parti avec une distribution de taille qui est cette ligne pointillée, qui avait 10 puissance 12 objets métriques, tout à fait compatibles avec un flux de météorites qui se respecte. Maintenant, 100 millions d'années plus tard, on a perdu 2 heures de grandeur. On n'a plus que 10 milliards d'objets et on a trop peu d'objets pour donner un flux de météorites suffisant pour voir les météorites aujourd'hui. Donc, les résultats de ce type de simulation montrent que seulement les jeunes familles peuvent produire assez de météorites. Parce que les vieilles familles ont peut-être produit beaucoup de météorites au moment où elles se sont formées, mais à l'heure d'aujourd'hui, les météorites que nous trouvons, qui ont tout au plus passé 2 millions d'années sur Terre, si on les retrouve en Atacama, en général beaucoup moins, leur nombre d'objets petits a diminué, et donc elles ne sont plus des sources suffisantes de météorites. Et donc, avec ces critères des familles jeunes, ils ont été cherchés parmi les familles qui ont les spectres compatibles avec les météorites, quelles familles sont suffisamment jeunes. Et la surprise, ils ont trouvé des familles qui, elles, sont vieilles, mais au sein desquelles il y a des sous-familles qui sont jeunes. Donc, c'est des familles où le grand corps parent s'est éclaté des milliards d'années, il y a des milliards d'années, mais un astéroïde membre de la famille, il s'est cassé à nouveau en produisant une sous-famille récemment. Et en particulier, dans la famille des Coronis, qui est un spectre compatible à la famille H, il y a 4 sous-familles. Et 2 de ces sous-familles, qui s'appellent Carine, c'est le nom de l'astéroïde plus grand, et l'autre n'a pas de nom, l'astéroïde plus grand, donc appelé Coronis 2, on peut dater précisément quand est-ce qu'elles se sont formées en simulant l'évolution des orbites des objets de la famille, en arrière dans les temps, jusqu'à quand, on peut le faire si la famille n'est pas trop vieille, jusqu'à quand tous les orbites s'alignent. Okay. Et le moment où les orbites s'alignent, si toutes les orbites s'alignent, c'est évidemment l'orbite du progéniteur au moment où il s'est cassé. Et donc, par exemple, cette famille des Coronis 2, si on intègre en arrière l'évolution des orbites, 0 c'est le moment actuel, ça c'est les temps dans le passé. Aujourd'hui, l'orientation de l'orbite est complètement aléatoire, donc l'orientation des longitudes du nœud est complètement aléatoire, mais si on intègre vers l'arrière, toutes les longitudes du nœud reviennent au même point. Ça, c'est le moment de l'éclatement de la famille, 7,6 millions d'années. Il y a 7,6 millions d'années avec une approximation de 200 000 ans. On peut faire la même chose pour la famille des Carines, 5,8 millions d'années. Donc ça, c'est des familles vraiment jeunes qui peuvent donc produire pas mal d'objets. Et en effet, quand on regarde les météorites de type H, quand on regarde les météorites, on peut mesurer les temps, ça s'appelle les Cosmic Ray Exposure Age. C'est les temps où la pierre, la météorite, a passé dans l'espace exposée aux rayons cosmiques. Quand la météorite et la pierre est enfouie dans l'astéroïde, à plus d'1 mètre de profondeur, elle est protégée des rayons cosmiques, mais quand la pierre est libérée par la dernière collision et commence à voler dans l'espace par elle-même, là, elle est bombardée des rayons cosmiques qui altèrent certains atomes et certains isotopes, et en comptant ces isotopes, on peut calculer l'âge, le temps que la météorite a passé dans l'espace. Et là, c'est les spectres de ces temps que les météorites H ont passé dans l'espace avant de tomber sur Terre. Et vous voyez que la plupart ont passé un temps entre 5,8 et 8 millions d'années, tout à fait compatible avec les âges de ces deux familles. Il y a pas mal d'erreurs sur les Cosmic Ray Exposure Age, mais tout à fait compatible avec ces deux âges des familles des Coronis 2 et Carine. Donc il y a même un match du point de vue chronologique. Et si on regarde la distribution des tailles, évidemment, au télescope, aujourd'hui, on voit seulement la distribution des tailles des objets relativement gros, plus gros qu'1 kilomètre, mais en sachant l'âge de la famille, on peut modéliser par cascade collisionnelle toute la distribution des tailles jusqu'aux objets très petits que vous ne pouvez pas voir au télescope. Et par exemple, pour Coronis 2, pour un âge de 7,6 millions d'années, pour avoir la distribution des tailles observée qui est ici en bas, il faut voir toute cette distribution-là qui est tout à fait compatible avec 10 puissance 12 objets de taille métrique, donc le nombre nécessaire pour garantir les flux des astéroïdes, des météorites de type H. Et ils ont fait ça pour toutes les familles et tous les types de météorites. C'est un travail gigantesque. Et ça, c'est les résultats. Alors, donc ici, on voit des pie charts, donc des camemberts, et chaque secteur correspond à une famille.
les couleurs sont données selon la caractéristique spectrale de l'astéroïde. Donc, violet si c'est compatible au météorite H, vert si c'est compatible au météorite L, gris si c'est compatible au météorite LL, et on a aussi rajouté Vesta et les météorites HED en orange. Donc, ça, c'est l'estimation du nombre d'objets de taille métrique dans la ceinture des astéroïdes aujourd'hui en utilisant des techniques comme celles que je vous ai montrées. Et donc, vous avez, par exemple, que la plupart des corps métriques dans la ceinture des astéroïdes aujourd'hui vient de ces deux familles, des sous-familles des Carines, des Coronis, non, de la famille des Coronis, Coronus 2, et de la sous-famille des Coronis qui s'appelle Carine. Et après, il y a d'autres astéroïdes compatibles, mais qui ne sont pas associés à beaucoup d'objets métriques. Là, les objets métriques avec un spectre compatible au météorite L viennent en préférence d'une sous-famille de la famille des Massalia, qui, elle, s'est formée il y a 40 millions d'années. Et on sait qu'il s'est formé il y a 40 millions d'années parce qu'il y a une bande de poussière qui est associée à elle. Et en étudiant la dispersion de cette bande, on peut mesurer grosso modo quand cette famille s'est formée. Et après, d'autres astéroïdes, même familles très grosses, ne sont pas associés à un grand nombre d'objets métriques parce que ce sont des familles vieilles et les objets métriques ont été éliminés par les collisions. Donc ça, c'est les objets dans la ceinture des astéroïdes. Mais encore, il faut sortir de la ceinture des astéroïdes. Donc il faut être suffisamment près des résonances qui peuvent les transporter vers la Terre. Et là, il y a des familles qui sont mieux placées que les autres. Il y a des familles, par exemple, Coronis, est plutôt mal placée. Elle se trouve dans la ceinture externe des astéroïdes. Et la famille Coronis alimente des résonances qui ne sont pas très efficaces. Et donc, vous voyez que si la plupart des objets métriques sont du type H, quand on regarde la statistique, la probabilité des collisions avec la Terre, ben, sont une minorité, parce qu'il y a un faible nombre d'objets qui peuvent sortir de la ceinture et devenir géocroiseurs. En revanche, la famille des Massalia, Massalia 2, elle est super bien placée, et donc elle donne facilement ces objets métriques en résonance qui les transportent vers la Terre, et donc au niveau de la Terre, de l'espace des géocroiseurs, les objets métriques sont prédominamment, viennent de la famille Massalia 2, et ils ont un spectre de type L. Et ça, c'est la statistique de chute entre météorites de type H, L, LL et HED, à comparer avec l'estimation théorique de la fréquence relative des objets dans l'espace. C'est un match incroyable, c'est incroyable. Je suis vraiment bluffé par ces résultats. Je ne fais pas partie de ces résultats, donc je peux en parler très bien, je ne fais pas partie du tout, mais j'étais référé. Et donc, voilà, c'est clair qu'on comprend aujourd'hui d'où vient les chondrites ordinaires. Les chondrites ordinaires de type L viennent de la famille des Massalia, en particulier via les biais de cette famille secondaire Massalia 2. Les chondrites ordinaires de type H viennent des Coronis, par les biais de ces deux familles secondaires qui ont 7 et 8 millions d'années. Les météorites HED viennent de Vesta, mais ça on le savait déjà. Et les chondrites LL viennent essentiellement de la famille des Flora, qui est une très grande famille à l'intérieur de la partie interne de la ceinture d'astéroïdes, mais très vieille. Et donc, finalement, elle n'a plus beaucoup d'objets métriques disponibles. Et c'est intéressant, je vais passer rapidement, presque à la fin de l'heure, si on compare ça avec, donc qui est pour les objets métriques, au même diagramme pour les objets kilométriques. Donc c'est le même travail, mais là on regarde le nombre d'objets d'un kilomètre dans la ceinture principale qui devient géocroiseur et les géocroiseurs observés. Okay. Et les deux cartes sont très différentes. Sont très différentes parce que la distribution des tailles des familles change dans les temps. Donc des vieilles familles comme Flora peuvent produire beaucoup d'objets kilométriques. Voilà, vous voyez Flora, énormément d'objets kilométriques, mais très peu d'objets métriques parce que la famille est trop vieille et tous les objets métriques la plupart ont été détruits. Et donc la distribution des météorites est très différente de la distribution des astéroïdes géocroiseurs, quelque chose qui était un peu une question ouverte, pourquoi ça ne correspond pas. Bon, maintenant on sait. Et encore une fois, il y a un match vraiment extraordinaire entre la prédiction des abondances relatives des astéroïdes géocroiseurs des différents spectres et ce qui est effectivement observé. Donc, pour résumer, pour les chondrites ordinaires, les météorites H viennent de la famille de Coronis. Elles ont une âge de choc d'il y a 3,5 milliards d'années.
Donc ça veut dire qu'au départ, la vieille famille des coronistes s'est formée il y a 3,5 milliards d'années. Si on regarde juste la dispersion par effet Yarkovsky, on estime 2,5 milliards, c'est pas si mal. Les astéroïdes de type L viennent des Massalia. Eux aussi, ils ont une âge de choc à 470 millions d'années. Donc ça doit être l'âge de la famille des Massalia. Et après, il y a cette famille secondaire à 40 millions d'années qui nous envoie les météorites aujourd'hui. Si on mesure l'âge de la famille par Yarkovsky, on trouve 152. Donc ce match n'est pas très très bien, c'est un peu un problème. Mais si on regarde la distribution des tailles, l'évolution collisionnelle, il y a un demi-milliard d'années à peu près la bonne âge. Et pour les LL, donc elle vient de la famille des Flora, et il y a un âge de choc qui a été mesuré sur un grain d'Itokawa à 1,3 milliard. Et donc, ça pourrait être l'âge de la famille des Flora. Et l'estimation de l'âge de la famille des Flora, en regardant sa dispersion par effet Yarkovsky, est d'1,2 milliard. Donc, c'est extraordinaire quand même. Non pas seulement on sait d'où viennent les différents météorites ordinaires, mais on est capable de reconstruire la chronologie des événements majeurs dans la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes est un peu un fossile des origines, mais en fait est encore vivante aujourd'hui, et il y a encore des effets, des choses qui se passent il y a 100 millions d'années, il y a 400 millions d'années, enfin, dans des temps géologiquement récents. Si on essaye de faire la même chose sur les chondrites carbonés, ça marche moyennement. Et ça marche moyennement pour deux raisons. Bon, déjà, l'association spectrale est moins sûre. Et puis, même quand on fait le mieux qu'on peut, à la fin, le match n'est pas très bon. Et probablement, ce n'est pas très bon parce qu'il y a des biais dus à la survie, à la traversée atmosphérique. C'est ce dont on parlait pour les CI. Les CI, par an, sont assez abondantes dans l'espace parce que 2 astéroïdes échantillonnés sont 2 CI, mais ils sont très rares sur Terre et doivent se briser dans l'atmosphère. Ça, évidemment, n'est pas pris en compte dans ces modèles parce qu'on ne sait pas trop modéliser la friabilité des météorites dans l'atmosphère. Donc, les matchs, bon, pas super bons. Alors, on a quand même des correspondances. Les CI pourraient correspondre à Polana, les CM pourraient correspondre à Veritas. Mais bon, c'est des probabilités, ce n'est pas des certitudes. Et après, il y a toujours beaucoup de météorites qui n'ont pas de corps parents connus. Les météorites de fer, toutes. On a vu, il y a 46 corps parents, elles échantillonnent 46 corps parents différents. On ne voit rien dans la ceinture d'astéroïdes qui ressemble à du fer pur. Il y a quelques astéroïdes ferreux, comme Psyche, les cibles d'une mission spatiale, Calliope, mais sont plutôt des mélanges fer-silicate, donc sont peut-être plus liés aux palasites et mésosidérites. Mais corps parents et météorites de fer sont probablement très petits, et donc on ne sait pas les observer, les caractériser spectralement. Les chondrites en statite, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a un article où je fais partie sur l'origine des météorites ELH, ça fait l'objet de beaucoup de discussions, donc on va dire que ce n'est pas connu. S'il y a discussion, ce n'est certainement pas certain. Les différentes classes de chondrites carbonés, CR, CV, CO, CK, donc on a probablement une bonne idée pour les CI et les CM, mais pas le reste, urélite, palasite, mésosidérite, etc. Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc d'abord, météorites à grande échelle, chondrites et achondrites, corps qui n'ont pas fondu, corps qui ont fondu. Donc les achondrites échantillonnent des corps différenciés, complètement ou partiellement. On a plein de météorites de fer qui échantillonnent beaucoup de corps parents différents, quelques météorites de croûte, quelques météorites de manteau, aucune dunite, je ne sais pas trop pourquoi. Les chondrites, elles viennent des corps qui n'ont pas chauffé, donc n'ont pas détruit leurs fondamentaux. Elles sont constituées essentiellement de CAI, chondres et matrices, dans des proportions différentes. C'est la matrice qui porte l'eau, c'est la matrice qui porte les éléments volatiles, c'est la matrice qui porte les éléments, la matière organique. Et c'est selon la quantité de matrices CAI et chondres, on distingue les différents météorites. Donc, certainement, les chondrites carbonés se sont formés plus loin dans les disques protoplanétaires, les chondrites en statite plus à l'intérieur, les chondrites ordinaires un peu au milieu, les comètes encore plus loin que les chondrites carbonés, sont bien disjointes des chondrites carbonés. Et maintenant, on connaît pour sûr des corps parents des météorites, Vesta pour les HED, c'est sûr, Coronis pour les H, c'est sûr, Massalia pour L, c'est pratiquement sûr, Flora pour les L, c'est sûr. Pour les CM et les CI, probable, mais pas tout à fait sûr. Veritas et Polana, mais quand même, il reste encore beaucoup de corps parents
à identifier. Et alors voilà, je m'arrête ici, je vous laisse pour venir voir les météorites. Juste une chose avant qu'on se quitte, la semaine prochaine, le cours est mardi, pas mercredi. C'est mardi le 4 et c'est à 17h, pas 16h45. Ne me demandez pas pourquoi, c'est lié à la disponibilité de la salle. J'en suis désolé. Merci.